Alors bonjour et bienvenue pour ce Vidi Plus Forum. Aujourd'hui en écho à la création de Massimo Furlan et Christophe Iriart, Hospitalité, que vous verrez j'espère après. Je corrige, c'est Massimo Furlan. Ah, pardon. Enfin, oui, ça peut être avec l'accent vaudois aussi. C'est justement, c'est une des questions, même du spectacle en lui-même. D'ailleurs, le voilà au moment où on le cite. Et comme vous le savez, ces forums qui ont lieu tous les mois ou tous les 2 mois au Théâtre de Vidi sont l'occasion d'inviter un chercheur, et souvent un chercheur de l'UNIL, à venir parler de ses travaux. Il ne s'agit donc pas de commenter le spectacle en aucune façon, mais bien de rencontrer un chercheur dont les travaux, la manière d'aborder ses recherches, ses méthodes, résonnent d'une façon ou d'une autre avec le spectacle. Il sera très peu question du spectacle, mais nous misons sur le fait qu'il y a des échos qu'il se crée et que vous allez vous créer entre ce dont nous allons parler tout de suite et le spectacle que vous verrez après. Aujourd'hui, nous accueillons Hervé Reiner. Salut Hervé, merci. Bonjour. Qui est maître d'enseignement et de recherche et chercheur FNS à l'Institut d'études politiques, historiques et internationales de l'Université de Lausanne, et qui est chercheur au laboratoire qui s'appelle le CRAPUL, sur lequel nous allons revenir sans doute. CRAPUL pour Centre de recherche sur l'action politique de l'Université de Lausanne toujours. Et tu es également intervenant à l'EPFL sur les enjeux politiques contemporains. Alors, si tu veux bien, on pourrait procéder en deux ou 3 parties et commencer d'abord d'une façon un peu générale pour parler de ta discipline et les recherches, le contexte de tes recherches. À savoir, tu es sociologue, tu as une formation de sociologue, comment tu définirais? Oui. Sciences politiques, mais on verra que pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, mais... D'accord. J'y reviendrai. Sciences politiques, c'est le domaine, mais chercheur en sciences politiques. Oui. Avec comme outil qui serait particulièrement la sociologie, ou comment est-ce que tu définirais ça? Oui, alors bon, c'est des querelles de chapelle, etc. Mais voilà, souvent on s'identifie justement aussi au label sociologie politique. Mais on verra. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, mais je pourrais y revenir. Alors peut-être, est-ce qu'on peut passer par le CRAPUL? Qu'est-ce que c'est que le CRAPUL? Quelles sont les recherches qu'on y mène? Quelles sont les disciplines qui sont travaillées? Alors, je tiens à rassurer tout de suite, le CRAPUL n'est pas menaçant. Voilà, donc le CRAPUL, c'est un petit labo, une petite unité de recherche de l'Université de Lausanne, mais un labo très actif. Donc voilà, dont la plupart des membres du CRAPUL ont en commun de travailler sur les actions collectives, les mobilisations, sur la sociologie des institutions, sur les politiques publiques. Il y a un tas de travaux en cours. C'est un petit labo qui mène sa vie. Petit labo, tu es modeste, on vous trouve partout dès qu'on s'intéresse un petit peu. C'est en partie grâce à Youssef qui est ici, qui est doctorant chez nous au CRAPUL et qui est très actif sur les réseaux sociaux et qui a eu la bonne idée, c'est vrai, on ne le faisait pas auparavant, de filmer certaines de nos conférences ou colloques. Et effectivement, du coup, il y a pas mal de gens qui peuvent accéder maintenant, en tout cas, aux parties publiques de ce qui se passe au CRAPUL. Merci Youssef. C'est l'occasion. Et une des particularités de ton travail, il me semble, c'est d'essayer c'est ce qui m'a frappé en te lisant, et puis dans les conversations qu'on a eues pour préparer cette rencontre, c'est que tu fais une sorte de, comment l'appeler, une sorte de sociologie des perceptions. C'est-à-dire une sorte de sociologie, tu l'as qualifié une fois en parlant de sociologie des jeux de miroir. C'est-à-dire, quand tu te présentais, tu as eu une phrase en m'expliquant, tu essaies de faire la sociologie de la façon dont chacun se considère au moment où il agit. Est-ce que tu peux développer un petit peu ça? Parce que c'est pas ce qu'on attend d'habitude de la sociologie politique telle qu'on la connaît dans... Oui, sans doute. Alors, ça va paraître immodeste de le dire, mais je pense que c'est une espèce de continent inconnu encore des sciences sociales à découvrir. À savoir, pour moi, c'est vraiment un phénomène social, c'est-à-dire ces jeux de miroirs. C'est ce qu'on peut appeler des bulles spéculaires, des jeux de miroirs, dans lesquels nous sommes tous pris. Enfin, nous sommes pris, mais nous sommes aussi acteurs de ces jeux de miroirs. C'est-à-dire que quand on agit, alors souvent, la plupart du temps, c'est inconscient, mais on agit en fait en fonction de ce qu'on anticipe, de ce que les autres, nos interlocuteurs, nous autorisent à faire ou à ne pas faire.
Et selon moi, ces jeux spéculaires sont observables à de multiples échelles. C'est-à-dire que ça peut être un jeu spéculaire dans le cadre d'une interaction entre 2 personnes ou 3 personnes, etc., très localisée, mais ça peut être aussi à l'œuvre sur des échelles bien plus importantes, par exemple dans le cadre d'une révolution, d'un krach boursier ou autre. Donc, qu'on comprenne bien ce que tu essaies. Qu'est-ce qu'on appelle un jeu de miroir? C'est comment est-ce que moi, comme individu, je me mets en jeu en fonction de l'image que j'imagine projeter ou de la manière dont je me projette dans... Comment définir un jeu de miroir? Tout à fait. Alors, les jeux de miroir, ce sont ces perceptions qu'ont les acteurs, donc les uns vis-à-vis des autres, quoi. C'est-à-dire qu'on se perçoit en fonction aussi de la façon dont les autres nous perçoivent, bien sûr. Et ce sont ces ajustements en fonction de ce que les autres semblent encourager, au contraire, compliquer, interdire, etc. Donc c'est ces jeux croisés entre acteurs sociaux, mais comment dire, encore une fois, c'est pas forcément conscient, c'est pas forcément explicite en se disant je vais faire ça parce que les autres me l'autorisent. C'est souvent, alors dans ce que Pierre Bourdieu appelle le sens pratique, c'est-à-dire on agit, on est agi aussi par des forces sociales, mais là, c'est quelque chose que Bourdieu ne mentionne pratiquement jamais, si ce n'est à la fin dans des travaux tardifs, et peut-être justement, c'est notamment ces travaux sur l'art, sur Manet, qui s'intéressent à ce qu'on pourrait appeler l'événement, même s'il n'ose pas l'appeler comme tel, mais au scandale notamment. Je suis retourné voir hier dans ces cours qui ont été publiés sur Manet, donc qui sont les cours tardifs qui datent de 2000, et il y a une vingtaine d'occurrences du terme scandale, et d'ailleurs on le verra, il a une approche très dispositionnaliste, ça ne surprend pas, mais du coup il manque un peu il pense que Manet crée scandale parce que ça choque, et c'est en partie vrai, mais ça choque les catégories de perception de ceux qui vont voir ces toiles, qui sont ancrées, bien sûr, ce sont des catégories de perception sociale, et c'est aussi un inconscient social, donc un inconscient pas seulement freudien, mais social, historique. Mais il oublie que bien souvent, parmi les gens qui vont se mobiliser pour dénoncer cette œuvre, beaucoup ne l'ont même pas vue. Et donc c'est pas tant leurs catégories de perception qui sont choquées et qui suscitent une indignation qu'un travail très classique de mobilisation d'une protestation autour d'une dénonciation publique, par exemple. Voilà, tu rentres dans un de tes sujets favoris, si j'ose dire, ou en tout cas de tes occupations principales en tant que chercheur, c'est la question du scandale. Alors effectivement, on va revenir, mais juste si on a la Vulgate, disons, maintenant, après 40 ans, 50 ans de sociologie, notamment à travers des grandes figures comme Bourdieu, nous laisse imaginer une sociologie de ce que tu appelles là le dispositif, c'est des structures, de comment est organisée une société, comment fonctionnent des communautés, le rapport des communautés entre elles, d'un point de vue macro, d'une certaine façon. Et là, mais alors ça, j'imagine assez facilement les outils d'analyse qu'on connaît de la statistique ou de l'enquête qui font apparaître comme ça des lignes de fracture ou des forces sociales et l'action des forces sociales. Mais comment est-ce qu'on s'approche de ce qu'on essaie de définir là, de ces jeux de miroir, de ces perceptions de chacun des acteurs dans ce qu'il fait? Quels sont les outils et les méthodes? Ouais, alors c'est une bonne question parce que la réponse n'est pas complètement arrêtée, elle est ouverte bien sûr, c'est des recherches qui sont en cours, mais c'est une des difficultés de cette approche, c'est qu'elle présuppose un énorme travail de description, on pourrait dire, pour faire vite, et donc de comment retracer les positions et les prises de position des acteurs, sachant que tous les acteurs ne laissent pas forcément de traces, ils ne laissent pas tous les mêmes traces en tout cas. Et donc c'est un énorme problème, c'est-à-dire, alors en même temps ça fait partie des hypothèses, c'est-à-dire de dire que les détails comptent, puisque on y reviendra, mais ce qui m'intéresse c'est ce qu'on appelle des processus émergents, et ça veut dire des processus émergents, ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter d'une causalité, c'est-à-dire il y aurait une cause en amont qui produirait tels effets, y compris des effets qui seraient enchaînés, mais qui seraient prévus d'avance en quelque sorte dans la cause elle-même, quoi. Ça veut dire qu'il faut en quelque sorte renoncer à penser en termes de cause et effet, sachant que il y a un côté très artificiel à séparer les causes des effets, puisque les effets, en tout cas ce qu'on identifie comme des effets, rétroagissent sur les causes. Je ne sais pas si ici, par exemple, il y a une bagarre, j'estime que tu m'as insulté, que tu m'as très très mal accueilli, etc. Et je quitte la salle en claquant la porte et en disant c'est scandaleux, etc. Pour que ça devienne un scandale, il faudra qu'il y ait tout un tas de boucles
donc on va dire de rétroaction dite positive, c'est-à-dire qu'ils vont amplifier parce que je vais faire recours, je vais porter plainte en justice, que des journalistes vont s'intéresser à l'affaire, que le préfet, que sais-je, l'archevêque, etc. vont s'y mettre. Et là, ça deviendra quelque chose. Mais ce sont que des boucles de rétroaction. Hein. Alors, dites positives parce qu'elles ont tendance à amplifier, mais ça peut être des boucles de rétroaction négatives, c'est-à-dire qu'ils vont au contraire avoir tendance à résorber, à cloisonner un processus social, quel qu'il soit. Hein. Oui, donc en fait, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu plusieurs fois au cours de ces forums, c'est-à-dire une recherche qui ne s'intéresse pas à identifier des causes, mais qui s'intéresse au réseau complexe qui construit l'événement. Tout à fait. Alors en même temps, ça ne veut pas dire que les processus qu'on va étudier font table rase. Hein. C'est pas du tout le propos. Hein. Et je pense que c'est tout à fait compatible avec un tas d'apports de la sociologie politique et notamment de l'école de Pierre Bourdieu. Hein. Seulement, c'est une dimension qui a pour l'instant été très très peu explorée, voire pas du tout. Hein. Alors pour moi, enfin, ça fait 20 ans que je travaille là-dessus à peu près. Hein, c'est flagrant, quoi. C'est-à-dire c'est flagrant de voir qu'on étudie une grève. Dans le Jura ou la Révolution, les printemps arabes, ce sont ces phénomènes spéculaires qui, selon moi, sont au centre. En tout cas, c'est ce qui m'intéresse d'étudier, hein, savoir ces boucles de rétroaction qui font que des acteurs se mettent à faire des choses qu'ils n'avaient pas pensé faire, quoi, et que les autres ne pensaient pas les voir faire. Avant de rentrer dans quelques-uns des exemples, et tes sujets de recherche, et tes recherches sont nombreuses, mais tu as accepté qu'on revienne sur un texte que tu m'as dit être important à tes yeux et qui est notamment signé par Bernard Vouta, qui est un des chercheurs et des professeurs de l'UNIL dans ce livre qui s'appelle « Identifier, s'identifier ». Donc notre premier exemple pourrait ne pas être le tien, mais un exemple particulièrement intéressant et symbolique, il me semble, de la question de l'identité. Et effectivement, dans la préface de cet ouvrage, qui est paru en 2010, que nous devrions avoir là, à la librairie, aux éditions Antipode, dans cette préface, Bernard Vouta pose, il me semble, moi j'ai entendu deux choses principales, mais j'aimerais que tu reviennes dessus. C'est la première, c'est de dire que cette question de l'identité est en fait une sorte de concept souple qu'on n'arrive pas à définir et qu'on ne peut pas utiliser dans le cadre d'une analyse, parce qu'on ne sait pas, il n'a pas de définition en lui-même. Il se redéfinit en fonction de son usage, d'une certaine façon. Ce qui est assez intéressant, parce que vu l'usage récurrent de ce terme, et dans l'actualité, et dans les médias, et dans la recherche, d'un coup, le fait de se dire, mais oui, en fait, on ne sait pas très bien ce que ça recouvre, c'est intéressant. Et puis, ensuite, il fait la distinction, la question de l'identité, c'est deux choses. C'est à la fois, donc, identifier, c'est-à-dire classer, c'est-à-dire organiser l'extérieur, d'une certaine façon, si je peux dire, et d'un autre côté, s'identifier, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se reconnaît soi-même. Et là, dire Bernard Vouta, là, il y a quelque chose à faire dans les sciences sociales. On peut effectivement trouver comment est-ce que tel groupe ou tel individu reconnaît ce qu'il a autour de lui, organise, découpe ce qui l'entoure, et comment est-ce qu'il se reconnaît lui-même ou le groupe auquel il appartient. Est-ce qu'on peut revenir sur la plasticité de cette notion d'identité ? Oui, alors en même temps, le propos de Bernard Vouta dans cette introduction, hein, c'est pas du tout de dire, c'est pas du tout une approche entre guillemets postmoderne, qui dirait voilà, on change d'identité comme on change de chemise. Pas du tout, non, en effet. Mais effectivement, il y a une plasticité, mais qui est évidemment sociale, en fonction des situations, etc. Voilà, on peut s'identifier. Voilà, aujourd'hui, tu m'as présenté, et tu as bien fait de le faire. Voilà, tu me présentes comme universitaire, etc. Crapule. Évidemment, nous sommes tous localisés dans plusieurs espaces sociaux. On bouge dans différents espaces sociaux, et on est aussi susceptible, suivant les lieux et les moments, de s'identifier et d'identifier en fonction de critères qui peuvent changer. Tout d'un coup, je change, je vais au club de judo, et voilà, je suis un judoka 3e dan, ça fait 15 ans que je pratique le judo. C'est pas vrai, mais et puis juste après, voilà, on me demande d'aller voter, et donc je vais être électeur et je vais m'identifier à un parti ou je vais manifester, ou etc. Et donc voilà, les identités sont plurielles, multiples, mais ça n'a rien de surprenant. Nous sommes dans des sociétés assez complexes, très stratifiées, très fragmentées, et donc voilà, les identités sont multiples et sont aussi susceptibles évidemment de tout un travail
y compris politiques, mais pas seulement, de redéfinition des identités. Elles sont en jeu. Et du coup se redéfinissent en fonction de ce qu'en font les acteurs sociaux. Et qu'est-ce que fait le sociologue avec la notion d'identité Alors, moi, j'allais dire que j'en fais pas grand-chose en ce qui me concerne, mais j'ai pas participé à cet ouvrage, qui est issu d'un colloque qui s'était tenu juste avant que j'arrive ici à Lausanne. Mais moi, c'est vrai que c'est pas au centre de mes propos, mais je peux le comprendre tout à fait. Sur ce point, je rejoins tout à fait ce qu'a écrit Bernard dans cette introduction. À savoir que les identités, je sais pas, dans le cadre de scandale, justement, les identités, par exemple, professionnelles, peuvent avoir une très très grande importance, parce que ce qui est en jeu, on y reviendra sans doute, mais dans les scandales, c'est notamment les frontières, les limites entre les différents secteurs qui composent la société. Oui. Et donc aussi les identités de ceux qui occupent ces secteurs, en disant l'artiste doit faire ceci, mais l'artiste ne peut pas faire cela. Oui. On va dire par exemple, je ne sais pas, dans le cadre d'une œuvre qui sera jugée scandaleuse, des acteurs vont intervenir, ça peut être des religieux, des politiques ou autres, pour dire que cette œuvre n'a pas sa place ici, que c'est pas. Et donc ce qui va être en jeu dans les luttes qui vont suivre, c'est qu'est-ce que peut dire l'artiste, et donc quelque part qu'est-ce que peut dire l'artiste. C'est pas seulement ce que peut dire l'artiste en tant qu'individualité, mais c'est ce que peut dire l'espace d'où il parle. Et c'est-à-dire quelles sont les frontières que ne doit pas franchir cet artiste en parlant d'où il parle. Le scandale, alors, puisque c'est un de tes grands thèmes de recherche, on a entendu, tu y reviens souvent. C'est effectivement le scandale. Tu as beaucoup travaillé sur la question des scandales politiques. D'ailleurs, tu as fait paraître un très gros ouvrage chez Michel Oudiard qui s'appelle Les scandales politiques. On va y revenir. Et puis, c'est pour dire ce petit livre que tu signes aussi au Cavalier Bleu, Dynamique du scandale, lui aussi, de l'affaire Dreyfus à Clearstream, et où tu essayes de montrer qu'au fond, la question de la transgression dans le scandale est mineure par rapport au contexte social et à la mobilisation plurisectorielle, tu insistes souvent là-dessus, que ça nécessite. C'est-à-dire qu'au fond, lorsqu'on réfléchit à un scandale, tu me corrigeras et tu prolongeras, quand on identifie un scandale, si on s'intéresse à la transgression qui est à l'origine du scandale, on rate la raison principale et ce qu'il y a de plus intéressant sociologiquement dans un scandale. C'est ça, Alors, comme dirait Bernard Vouta, tout à fait. Alors, je vais préciser. Donc, effectivement, alors en cela, c'est tout à fait... c'est une tradition de la sociologie qui vient de Durkheim, et puis aussi de Bachelard, donc pas seulement des sciences sociales, mais qui est bien francophone d'ailleurs. C'est-à-dire de se mettre à l'écart vis-à-vis du sens commun, des prénotions, des préjugés, etc., etc. Or, ce qui est frappant quand on travaille sur les scandales, si on regarde la littérature, les travaux en sciences sociales sur les scandales, c'est que la plupart de ces travaux sont focalisés sur les faits scandaleux ou supposés scandaleux. Et donc, notamment sur des transgressions. Et c'est ce qui focalise, par exemple, je ne sais pas, sur des gens qui vont étudier des scandales de corruption, vont se focaliser sur la corruption, en disant c'est la corruption, il y a eu un excès de corruption et c'est donc bien normal qu'il y ait une sanction quelque part. Et là, par contre, c'est un distinguo avec l'approche durkheimienne. L'approche durkheimienne a aussi un côté fonctionnaliste, parce qu'une de ses obsessions, Émile Durkheim, donc un des fondateurs de la sociologie, il y a un siècle. Il y a plus d'un siècle. C'est qu'est-ce qui cimente la société. C'est-à-dire, il y a une différenciation sociale, comme il dit, une division sociale du travail qui est à l'œuvre. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble, qu'est-ce qui cimente, etc. Et par exemple, lui, il va étudier les scandales, mais aussi, par exemple, le crime. En tout cas, les mentionner, il ne va pas les étudier, mais le crime ou le suicide, comme il l'a fait, comme étant, en termes d'anomie, par rapport à une désintégration sociale, on pourrait dire. À l'anomie, c'est-à-dire une faiblesse par rapport à ce que requérait une vie en société, un affaiblissement. Et du coup, il y a une lecture fonctionnaliste, c'est-à-dire que les scandales, parce que ça sanctionne des transgressions, quelque part font progresser le vivre ensemble, on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire c'est une manière de rappeler à la collectivité les règles du bon vivre ensemble, c'est-à-dire à travers la sanction. Donc il y a une lecture un peu fonctionnaliste. Les scandales, ça sert à quoi. Et donc cette focalisation sur les faits supposés scandaleux,
du coup, elle occulte le processus même du scandale, qui est largement séparable des faits présumés scandaleux, parce qu'il faut encore rappeler que la plupart des faits présumés scandaleux ne donnent jamais lieu à un scandale. Ce qui compte, ce qui produit le scandale, ce sont des mobilisations. Alors tu l'as dit, c'est un terme d'un sociologue, politologue, politiste, Michel Daubry, des mobilisations dites multisectorielles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un scandale, c'est pas un fait scandaleux, ce sont des mobilisations multisectorielles. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire des mobilisations qui ont lieu simultanément dans plusieurs espaces sociaux autour d'une dénonciation publique. Le scandale, c'est ce processus-là. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que des gens dans plusieurs espaces sociaux simultanément se mobilisent? Alors dans et entre plusieurs espaces sociaux. Ça, c'est très important parce que ce n'est pas seulement une collection de mobilisations qui ont lieu dans des espaces sociaux séparés, mais ce sont des mobilisations qui traversent, qui sont transversales à ces espaces sociaux. Par exemple, dans le cas mentionné tout à l'heure, voilà, il y a le préfet, il y a des journalistes, il y a des magistrats, il y a des religieux qui interviennent, etc., des artistes. Et donc, c'est ça qui fait le scandale. Et alors, ensuite, il faut comprendre pourquoi des mobilisations à tel moment et pas à tel autre. Et donc c'est là qu'il faut aller voir de très près. Et c'est en étudiant des scandales, en fait, j'ai commencé à faire en tant qu'étudiant, des mémoires sur des scandales cinématographiques, par exemple. Qu'est-ce qui faisait que tel film donnait lieu à des mobilisations qui étaient hostiles, mais qui pouvaient être ensuite des contre-mobilisations en faveur du film ou du cinéaste qui pouvaient être interdits, par exemple. Et donc le premier réflexe, et c'était le mien d'ailleurs quand j'étais étudiant, j'estimais d'ailleurs être très mal encadré par mes enseignants en histoire, quand j'étais étudiant en histoire en France à Paris-Nanterre, parce qu'ils reprenaient le sens commun, c'est-à-dire que s'il y avait un scandale, c'est que le film était scandaleux, c'est-à-dire il était scandaleux dès le départ, ce qui est très très naïf. C'est-à-dire que donc j'avais étudié ces scandales cinématographiques en France entre 1945 et 1968, et par exemple le dernier de ces scandales, qui était le plus important en termes de mobilisation, c'était autour d'un film de Jacques Rivette, qui est vraiment un cinéaste très austère. C'est son deuxième film. Donc le film adapté du roman de Diderot, donc La Religieuse. Et puis le titre du film avait été changé justement parce qu'il y avait tout un tas... Avant même le tournage du film, le seul fait que l'adaptation soit projetée par le producteur Georges de Beauregard et Jacques Rivette suffit à... Enfin, ça va mobiliser des religieuses, en l'occurrence l'organisation des Sœurs supérieures, qui va faire des pétitions appuyées sur une association de parents d'élèves catholiques, etc., qui vont faire pression auprès... parce qu'à l'époque, en France, il y avait encore un ministre de l'information. Alors le ministre de l'information à l'époque, en 1965, c'est Alain Peyrefitte. Et il se trouve, alors là aussi, on va voir après, je pense que c'est bien de l'exposer un petit peu, parce qu'après on peut voir tout ce qu'on peut en tirer. Mais il se trouve que donc, des religieuses, en l'occurrence des hiérarques, les responsables de l'organisation des Sœurs supérieures, viennent à savoir qu'il y a ce projet d'adaptation du roman de Diderot, et font déjà pression sur la commission de contrôle des films, qui doit délivrer le visa avant même l'autorisation, évidemment, d'autorisation de tournage du film, et puis auprès du Centre national de la cinématographie, le CNC. Et puis, appuyé par donc, ces réseaux de parents d'élèves, l'épiscopat n'entre pas encore à ce moment-là dans le débat, mais font pression. Elle, en plus, profite d'une conjoncture très favorable, c'est-à-dire qu'on est en campagne pour la présidentielle en 1965 en France, campagne au suffrage universel, et il se trouve que le candidat de Gaulle, donc, qui est le candidat sortant, perd beaucoup de points. C'est aussi une époque où les sondages commencent à beaucoup circuler en France par rapport aux autres pays européens. En Suisse, à ce moment-là, ça n'existe quasiment pas, les sondages d'opinion. Et il perd beaucoup de points dans les sondages qui précèdent le premier tour, donc on est en décembre 1965, au profit notamment du candidat du MRP, du Parti catholique, démocrate chrétien, disons, Jean Le Canuet. Et aussi de Tixier-Vignancourt, qui est l'avocat de l'extrême droite. Et du coup, elles font pression auprès du ministre de l'Information, qui, quelque part, lui, leur répond favorablement en disant qu'il va faire tout son possible pour interdire le film. Le film vient juste d'être tourné à ce moment-là. Et ensuite, il y a un remaniement ministériel et le ministre qui succède à Peyrefitte au poste de ministre de l'Information, c'est Yvon Bourges, dont le collège électoral est en Bretagne, très catholique. Et puis, en plus, il y avait déjà eu une modification de la commission de contrôle en 1961, juste avant, qui renforçait le poids de l'État, mais aussi des associations familiales au sein de la commission de contrôle. Il n'y avait plus la répartition paritaire au bénéfice de la profession cinématographique. Et du coup, la commission de contrôle, alors il
je passe là-dessus les détails, mais il y a 4 ans de négociations entre le producteur et le réalisateur du film et la commission de contrôle. Sur le titre du film qui est changé, il passe de La religieuse à Suzanne Simonin, La religieuse de Diderot, comme l'année d'avant, le film de Godard, par exemple, La femme mariée était devenue Une femme mariée aussi, parce que la commission de contrôle avait exigé ce titre, quoi. Et donc, il y a aussi tout un tas de négociations sur les coupes qui doivent être réalisées dans le film, et ça. Encore une fois, c'est un film très très austère, mais à ce moment-là, personne ne l'a vu en dehors de la commission de contrôle et du cinéaste, quoi, et des monteurs, disons. Et puis, la commission de contrôle, donc après 4 ans de négociation, finit par autoriser le film. Et qu'est-ce que va faire le ministre ? Le ministre va surseoir à cette décision. Et c'est vrai que c'est dans ses droits, parce que j'ai dit qu'en 61, en l'occurrence, la censure avait été renforcée. Et donc, par un décret ministériel, va interdire totalement le film. Le film ne pourra pas sortir en salle. Et... donc le film est totalement interdit. Alors le producteur du film, Georges de Beauregard, qui est vraiment un producteur phare de la Nouvelle Vague, il a produit les premiers films de Godard, À bout de souffle, etc., Le Mépris, intelligemment va faire un coup, c'est-à-dire il va demander l'autorisation à projeter le film au Festival de Cannes, puisque les festivals internationaux de cinéma bénéficient de l'extraterritorialité. Et donc le film peut être interdit, ne pas avoir de visa de contrôle en France, mais être projeté dans le cadre du Festival de Cannes, ce qui sera le cas. Et puis ce qui va se passer, c'est que ça devient un scandale, parce qu'il y a tout un tas de mobilisations, alors qui peuvent être vues comme des contre-mobilisations qui font suite aux mobilisations des religieuses, mais aussi de ces ligues de parents d'élèves, et alors qui, pour des motifs très hétérogènes, c'est encore une fois la difficulté des sciences sociales, c'est que souvent on va attribuer une cause, on va attribuer une cause à un mouvement social en oubliant l'hétérogénéité. C'est-à-dire que les gens qui se mobilisent en faveur du film le font pour des raisons très très hétérogènes. C'est-à-dire qu'il y a par exemple une bonne partie des communistes, évidemment, qui sont très puissants dans le secteur cinématographique, la CGT en particulier, mais les lettres françaises, alors qu'ils le font évidemment pour attaquer le gouvernement en place. Mais il y a aussi tout un tas de gaullistes de gauche qui vont se rallier à cette mobilisation et donc qui font défection en quelque sorte. Et du coup, ça va largement abaisser le coût d'entrée dans cette mobilisation en faveur du film, puisque des gaullistes de gauche, y compris des gens très proches du ministre de la Culture, André Malraux, prennent position, y compris de manière très virulente, contre cette censure. Il y a un manifeste qui est le manifeste des 1789, avec 1789 personnalités de tous les domaines, scientifiques, politiques, arts et spectacles, etc., etc. Et donc cette mobilisation va être très très importante. Et puis Georges de Beauregard a fait un recours auprès du tribunal administratif de Paris. Et finalement, donc les mobilisations sont très très importantes, et finalement il va obtenir gain de cause, et le film sera autorisé l'année suivante. Alors il sortira en 1967, il va bien que sortant à l'été 67, dans la saison la plus basse, fin juillet 67, il fait 3 millions d'entrées en salle. Il faut savoir que tous les films de Jacques Rivette par la suite ne feront jamais plus chacun de 100 000 spectateurs. C'est un film très austère de 2h20, très hiératique, puis en plus, dans les négociations que j'ai mentionnées, j'ai pas tout dit, mais évidemment il y avait il s'était autorisé de l'avis des franciscains, etc. Enfin, il y avait tout un tas. Ils voulaient vraiment pas faire le scandale. Autant il y a des artistes qui veulent. Alors je vois que là il y a ces affiches sur les dadas, mais les futuristes, les surréalistes, etc. On pourrait y revenir aussi. Ont quelque part voulu maîtriser aussi le scandale, c'est-à-dire faire scandale, faire des succès de scandale, etc. Ils n'y arrivent pas toujours, mais parfois ils y parviennent. Mais là, en l'occurrence, il n'y avait pas du tout de volonté de la part de Jacques Rivette et de Georges de Beauregard de faire un succès de scandale, etc. Et là, on voit ces 3 millions de personnes qui vont en salle voir un film qu'ils pensent être sulfureux pour beaucoup d'entre eux et qui se trouvent face à un film vraiment très très austère. Ce n'était que ça, quoi. Mais tout ça pour dire qu'il y avait une bulle. Il y a bien eu une bulle que j'appelle spéculaire, mais de jeu de miroir, sur les prises de position des uns et des autres qui ont fait. Alors aujourd'hui, on dirait que ça fait le buzz, mais c'est une bulle. Mais ce sont des phénomènes sociaux qui sont très proches d'autres phénomènes qui, d'un point de vue phénoménal, c'est-à-dire du point de vue de leur forme apparente, en fait, sont très proches d'autres phénomènes comme un krach boursier ou une révolution. Alors dire ça paraît très gratuit. C'est gratuit de le dire comme ça, mais ce sont les mêmes processus. C'est-à-dire, ce sont des variations dans la jouabilité d'une pratique. Alors là, dans le cadre d'un scandale, c'est une dénonciation publique. On va dénoncer la censure, le côté patriarcal du gaullisme, etc. Ce que n'ont pas manqué de faire un tas d'artistes. Godard écrit par exemple une lettre à Malraux, le ministre de la Culture avec un cas, où il s'en prend très violemment, etc. Mais parce qu'à ce moment
moment-là, alors pour Godard, on comprend, mais ensuite, il y a un tas de gens, y compris très proches du régime en place, qui vont prendre position en faveur du film, hein, mais parce que le coût de l'entrée c'est vraiment abaissé, hein, du fait de ces jeux de miroir, de ces jeux spéculaires, hein, qui font varier le coût de l'entrée. Alors ça peut, là, c'est dans le cadre d'une dénonciation, dans le cadre d'un scandale, mais dans le cadre d'une révolution, c'est voilà, le fait de descendre dans la rue. Hein, c'est ce que Youssef Echazi fait dans le cadre de sa thèse en cours. Hein, il étudie la révolution à Alexandrie. Hein, de voir que voilà, avant cette révolution de 2011, ceux qui descendaient dans la rue, hein, qui avaient le courage de le faire, ils se comptaient par quelques centaines, quelques dizaines localement. Ils se connaissaient tous. Hein, il y avait un entre-soi militant, etc. Et voilà, et presque du jour au lendemain, enfin on exagère à peine, en l'espace de quelques semaines, ils sont 100 000, 200 000, 1 million dans la rue. Hein, et c'est bien parce qu'il y a eu un effondrement, hein, de la prise de relais. Alors c'est aussi parce que les commissariats ont été incendiés, etc. Mais c'est les mêmes dynamiques sociales en fait qui sont en jeu. Donc pour bien comprendre, ce que tu dis, c'est que d'un côté, ça n'est pas tant l'œuvre qui est en jeu et son éventuelle transgression, et ça n'est pas non plus ce que est-ce que j'ai bien compris que le jeu de certains acteurs qui ont d'une certaine façon intérêt et qui l'utilisent, mais c'est quelque chose qui s'organise entre tout ça, qui fait baisser ce que tu appelles le coût d'entrée dans la mobilisation, quelque chose comme ça. Tout à fait. Un jeu de miroir qui s'organise autour d'un fait, d'un événement, quel qu'il soit, qui fait que le coût symbolique de participation à une action ou à une mobilisation varie. Et c'est ce qui va t'intéresser, plutôt que de regarder qui a intérêt à quoi. Oui, d'autant plus que les intérêts... Alors ça, c'est des questions très, très centrales, hein, dans les sciences sociales, indépendamment de l'objet. Est-ce que alors les acteurs sociaux sont sans doute pas tout le temps, on n'est pas transparent à nous-mêmes, hein, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas non plus quels sont nos intérêts. Enfin, on croit connaître certains de nos intérêts, mais je veux dire, c'est des choses très compliquées, mais sachant que là, les intérêts sont aussi ballottés, quoi. Et les identités, etc. Alors, si c'est quelque chose qui prend de l'ampleur, hein, comme ce sont des logiques, des boucles de rétroaction, hein, alors quand c'est quelque chose qui prend de l'ampleur, hein, si ça prend de l'ampleur, ça veut dire que ça déplace les acteurs, c'est-à-dire ça déplace leur position, hein, leur prise de position, mais ça leur fait faire des choses qu'ils n'avaient jamais faites. Mais du coup, ça déplace aussi potentiellement les identités. Hein. Par exemple, dans le cadre mentionné de la religieuse, il y a des catholiques, et y compris des ecclésiastiques, qui vont prendre position en faveur du film et de son autorisation. Et vous voyez bien que là, ce qui est en jeu, c'est la façon dont ils se définissent. Qu'est-ce que c'est qu'un catholique ? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un catholique dans la France de 1966 ? Hein, c'est ça aussi qui est en jeu à ce moment-là, au bout d'un moment. Hein. Donc, effectivement, il y a des boucles. Alors, ce qui ne veut pas dire que les acteurs ne calculent pas, bien sûr, parce que je parle d'anticipation, d'attente, etc. Mais une bonne part de ces anticipations, de ces attentes, sont en partie incorporées, sont en partie inconscientes. Hein. Et quand bien même elles le sont, les calculs, les anticipations sont ballottées. Hein. Justement, parce que ce sont des phénomènes d'auto-amplification, ça mène les acteurs à des positions complètement inédites, qu'ils n'avaient jamais cru devoir trancher, hein, dans des dilemmes d'action. Est-ce que je vais dans la rue ? Il y a les chars dans la rue. Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Etc. etc. C'est des questions que pouvaient se poser quelques militants avant 2011 en revenant à l'Égypte, mais c'est une question que ne se posaient pas la plupart des Égyptiens et qui doivent se poser, quoi. Donc, c'est en quelque sorte l'intérêt du scandale, c'est de rendre variable ou plus souple les raisons d'une mobilisation et la manière dont je me considère moi-même et je me fixe certaines barrières et qui, avec le scandale, d'un coup devient plus variable et que c'est finalement là le plus intéressant à observer. Oui, tout à fait. Et dans un scandale, comme je le disais tout à l'heure, hein, les frontières entre les différents espaces sociaux sont toujours en jeu. Hein. C'est toujours alors ça ne veut pas dire que les acteurs en sont conscients comme ça. Hein. C'est nous qui reconstruisons le processus, parlons de la sorte. Mais les acteurs se battent aussi pour des questions de frontières entre les différents secteurs. Par exemple, là, l'affaire de la religieuse. Donc le film sort, j'ai dit, c'est un succès. Mais au niveau judiciaire, c'est pas terminé. C'est-à-dire que il y a eu le producteur avait fait recours au tribunal administratif de Paris, qui lui donne raison. Hein, et donc, mais le ministre, hein, qui a été désavoué donc par le tribunal administratif, lui-même fait un recours. Et c'est tranché par le Conseil d'État bien plus tard, 8 ans plus tard, en 75. Et cet arrêt donc, du Conseil d'État est le premier arrêt qui définit en quelque sorte la liberté d'expression pour le cinéma en France.
hein. Alors, c'est 8 ans après, hein, les mobilisations sont complètement retombées, mais ce qui est intéressant, c'est que ça tombe en pleine vague du porno, enfin en Europe en général et en France en particulier en 1975. Et à ce moment-là, il y a très peu de mobilisation contre les films pornographiques, par exemple des ligues familiales, etc. Hein. Ça veut bien dire que, mais alors c'est pas parce que les œuvres sont moins scandaleuses si on devait rapporter par rapport aux critères des catholiques, hein, en l'occurrence, hein, c'est pas les miens, ils auraient beaucoup plus de raisons de se mobiliser. Ils ne le font pas parce que sans doute que la jouabilité de la dénonciation à ce moment-là est très très faible, en tout cas intériorisée comme telle par les jouabilité. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la jouabilité ? Alors la jouabilité, c'est juste, alors encore une fois, c'est pas conscient complètement, hein, mais c'est ce que les acteurs estiment jouable, faisable dans leur ici et maintenant, hein, dans leur pratique ordinaire, quotidienne. Qu'est-ce que je peux faire ? Voilà, si je suis un journaliste, qu'est-ce que je peux écrire dans le papier qui paraîtra demain ? Est-ce que je peux dire que tel ministre a puisé dans la caisse, etc. Est-ce que je peux le dire ? Par exemple, alors. Après ces travaux sur les scandales cinématographiques, j'ai fait ma thèse sur l'opération Main Propre en Italie. Hein. Qu'est-ce qui fait que des journalistes vont soudain, qui pourtant pouvaient par ailleurs avoir de bonnes raisons de savoir que les pratiques de corruption étaient très très fortes et même institutionnalisées en Italie. Si tu parles là-dessus, voilà. revenons. Okay. D'accord. Revenons. Qu'est-ce que c'est que le scandale Main Propre ? Redonnons un contexte un petit peu. Alors, donc, effectivement, parce que c'est un exemple important pour. Alors Main Propre, il se trouve que, alors aussi pour dire dans quelles conditions j'étais, je cherchais un sujet de thèse, je voulais continuer de travailler sur les scandales, mais j'avais épuisé, j'avais consulté des archives aussi de la commission de contrôle, etc., pour faire ces travaux notamment sur l'affaire de la religieuse. Et je voyais peu à peu dans la presse française des articles sur l'opération Main Propre, hein, Manipulite en italien. Et ce qui m'intéressait, c'est de voir qu'il y avait à ce moment-là un enchaînement, hein, une concaténation, un enchaînement de scandales. Et on savait pas, on connaissait pas l'issue. Hein. Je voyais ça dans la presse française, je parlais pas l'italien à ce moment-là, et je me suis dit c'est trop beau, je vais étudier ça. Quoi. On est alors c'est en des années 92-93. Je me suis dit bon c'est trop beau, je vais étudier ça. Donc voilà, donc je fais une thèse là-dessus. Et donc l'opération Main Propre, c'est au départ une petite enquête hein, qui n'a rien d'extraordinaire à ses débuts, à Milan, hein, au parquet de Milan, sur un modeste pot de vin. Hein. Alors c'est vrai qu'il y a une arrestation en flagrant délit. Hein, c'est-à-dire des carabiniers arrêtent un dirigeant hospitalier, mais qui par ailleurs est membre du Parti socialiste italien, qui est très à droite, hein, le Parti socialiste italien, enfin, et qui est dans la coalition gouvernementale avec la démocratie chrétienne. Et donc cet élu se fait piéger par ce magistrat qui enquête sur lui parce que sa femme l'a dénoncé. Enfin, là, c'est aussi, enfin, si j'entrais dans les détails, hein, ce que j'ai fait évidemment dans la thèse, on verra aussi le rôle de la contingence. Hein, mais même si évidemment tout n'est pas que contingence, etc. Mais enfin bref, ce qui est au départ une petite enquête va devenir une enquête de plus en plus importante à mesure que des gens mis en examen vont se mettre à collaborer avec le magistrat instructeur qui n'est plus seul, hein, c'est-à-dire que ça devient un collectif d'enquête, hein, un pool, hein, pour utiliser un terme qu'utilisent les Italiens, le pool Main Propre, hein, donc au parquet de Milan, qui va enquêter et qui va se trouver dans un contexte totalement inédit, à savoir que justement la jouabilité de la dénonciation va connaître des variations vraiment très très spectaculaires. C'est-à-dire que très très vite, ils n'ont quasiment pas besoin de faire de l'investigation. C'est-à-dire qu'il y a des files d'entrepreneurs qui attendent devant leur bureau pour venir déposer, pour venir témoigner, hein, pour avouer y compris leur propre pot de vin. Donc la question, c'est comment des acteurs qui, justement, si on parle d'intérêt, qui n'auraient pas intérêt initialement à venir dénoncer leurs propres pratiques de corruption, hein, d'autant que, contrairement à ce qu'ils vont essayer de faire croire, ils n'étaient pas contraints hein, par les politiques. Hein. Alors, parce qu'un des gros enjeux de lutte dans Main Propre, ça sera comment définir la situation. On ne l'a pas dit, mais c'est vrai que dans ces phénomènes-là, mais c'est propre à tous les phénomènes sociaux, hein, les acteurs sont aussi en lutte pour définir une situation, comment la qualifier, etc. etc. Et donc là, par exemple, hein, de manière très concrète, c'est est-ce que ces pots de vin, c'était de la corruption, hein, auquel cas la corruption, c'est l'entrepreneur qui fait la démarche en premier, qui est le plus actif et qui soudoie un fonctionnaire, ou est-ce que c'était de la concussion, c'est-à-dire que c'est le fonctionnaire qui est l'acteur actif et qui impose, qui raquette les entrepreneurs pour qu'ils aient accès, par exemple, au marché public, hein, aux adjudications. Et donc ça va être un gros enjeu de lutte. Hein, et effectivement, une définition émergente, hein, qui était totalement improvisée de la situation par les entrepreneurs, va être de dire qu'ils ont été contraints par cette classe politique vraiment corrompue, etc. Enfin, plus que corrompue, c'est-à-dire qui fait de
qui se livre à de la concussion. Alors en improvisant, c'est-à-dire en raccrochant ça à la chute du mur de Berlin, et que du coup on n'a plus besoin d'une digue anticommuniste, etc., etc. Enfin bref, mais ça va être pris pour argent comptant par beaucoup de journalistes, indépendamment de leur intérêt d'ailleurs, mais aussi, ce qui est plus grave, par beaucoup de politistes, de politologues, de sociologues qui vont travailler sur main propre, et qui vont reprendre. Alors c'est toute la difficulté, c'est quand on étudie des phénomènes sociaux, c'est de ne pas prendre pour argent comptant les versions. Et malheureusement, souvent encore, les sciences sociales en sont souvent encore là, quoi. On reprend. Alors il y a des groupes sociaux qui ont plus d'influence que d'autres, bien sûr, et là on comprend que comme c'est une définition de la situation qui est certes improvisée, mais qui est défendue par des entrepreneurs assez puissants, même s'ils perdent beaucoup de leur puissance pendant 2 ans, pendant cette opération main propre, c'est une définition qui va avoir tendance à s'imposer. Alors que les entrepreneurs étaient vraiment complices, c'était même plus que de la complicité, parce qu'ils étaient très, très amis en général. C'était vraiment, ils avaient grandi ensemble, c'est de la socialisation commune dans les mêmes lieux, d'ailleurs à Milan, ce qu'on appelait à l'époque la Milano da bere. C'était un slogan publicitaire, la Milan à boire. C'est vraiment la ville du marketing. Alors, je dis ça paraît superficiel, mais c'est un tas de milieux, les milieux de la mode, de la confection, de la publicité, de la télévision sont concentrés à Milan, et c'est un entre-soi de ministres, de maires, de dirigeants de partis politiques, d'entrepreneurs, de stylistes, d'artistes aussi, qui se connaissent les uns les autres. D'ailleurs, un des maires de Milan, c'était un critique cinématographique, et lui, alors voilà, un des tournants par exemple, c'est donc le chef du Parti socialiste italien à ce moment-là, Bettino Craxi, alors là aussi, c'est la difficulté des sciences sociales, c'est d'utiliser des termes courants, mais c'est un leader, entre guillemets, charismatique. Mais quand on dit ça, on ne résout pas le problème, parce que qu'est-ce que c'est que le charisme ? Et justement, son charisme va s'effondrer durant l'opération main propre, mais jusqu'à présent, il était toujours parvenu à se tirer d'affaire, lui et les siens. C'est-à-dire que c'était un protecteur, c'est-à-dire qu'il menaçait les magistrats, et en général, ça suffisait, quoi. Et là, on va voir que ça marche plus, mais par exemple, quand les 2 maires sortants de Milan reçoivent un avis de mise en examen, il leur dit faites une conférence de presse, que l'information n'est pas encore publique. Donc, pour couper l'herbe sur le pied aux journalistes, faites-vous la conférence de presse où vous allez annoncer que vous êtes mis en examen, mais que voilà, la situation est sous contrôle, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc on a ces 2 maires sortants qui font leur conférence de presse, dont un, donc c'est un ancien critique cinématographique, Paolo Pelliteri, très à l'aise dans les médias. Alors je vais faire un raccourci, mais pour donner une idée, c'est vraiment l'équivalent structural de Jacques Lang, si vous voulez. Très à l'aise dans les médias, il connaît les créateurs, etc., enfin à Milan. Et donc voilà, il prend la parole, il annonce qu'il est mis en examen. Jusqu'à présent, ça n'a rien d'extraordinaire. Des gens mis en examen, il y en avait eu avant. Mais il perd totalement le contrôle. C'est une scène de dégradation. C'est-à-dire, il balbutie, il perd ses mots, etc. C'est filmé. Et puis, il y a ces jeunes journalistes qui sont là au premier rang, qui suivent déjà avant main propre, en fait, certaines enquêtes à Milan qui précédaient. Donc. Et pour eux, par exemple, c'est un signal sur la jouabilité. C'est-à-dire, pour eux, alors, attention, ça pourrait être rétrospectif, mais quand on reconstruit de manière diachronique très fine, c'est-à-dire jour après jour, on voit que c'est un des tournants, parce qu'ils vont s'autoriser le soir même à aller un peu plus loin dans leurs articles, parce qu'eux-mêmes se sentent renforcés. Surtout que c'est des journalistes qui n'ont pas du tout de position de force dans les rédactions. Ce ne sont pas les chroniqueurs judiciaires, ce sont des journalistes, des jeunes journalistes, qui ont tous à peu près 25-30 ans, et qui s'occupent de la nera, on dit en italien, de la rubrique faits divers. Donc ils sont à ce moment-là, ils vont connaître une accélération de carrière formidable durant main propre, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont évidemment la prescience qu'ils vont anticiper ça, pas du tout. Mais à ce moment-là, au soir de cette conférence de presse, eux-mêmes se disent mais alors on a raison, quoi. On voit que s'ils paniquent de la sorte, c'est vraiment qu'on avait raison d'insister sur l'étendue des réseaux de corruption, etc. Et du coup, ils s'autorisent à aller un peu plus loin dans l'article, parce qu'ils écrivent l'article, ça marche comme ça. Ils travaillent pour des quotidiens, en l'occurrence ceux-là, pour Repubblica, la rédaction milanaise de Repubblica. Ils vont un peu plus loin dans leur article qui paraît le lendemain, mais l'article, il est lu par l'avocat de l'entrepreneur qui était de mèche avec le politique. Et ça change les calculs au point, alors je passe les détails, mais par exemple, un tas d'entrepreneurs vont changer d'avocat. C'est-à-dire qu'ils vont abandonner les avocats qui sont pourtant les plus cotés du barreau à Milan, des grands avocats avec des honoraires stratosphériques, pour de petits avocats, et même des avocaillons, qui sont vraiment traités avec beaucoup de mépris par les grandes stars du barreau milanais. Tout simplement pourquoi ? Parce que les grands avocats les plus réputés ne parviennent pas à éviter la prison à leurs clients. Et parce que ce qui se passe, c'est là encore une pratique inédite, c'est que du jour au lendemain, Antonio Di Pietro, donc le magistrat titulaire de l'enquête, il met le même jour, un soir, il met 8 entrepreneurs en prison, en préventive.
Donc c'est quelque chose qui ne se fait pas, qui ne se faisait pas en tout cas à Milan. Et ce faisant, il faut imaginer la panique qui s'empare de beaucoup d'entrepreneurs à Milan, c'est-à-dire qu'ils se disent que ça se trouve demain ou après-demain, je suis en prison, quoi, en préventive, en détention préventive. Et donc beaucoup vont changer d'avocat et prendre des petits avocats avec des honoraires minables, mais parce que certains, pas tous, c'est pas que ça, ont des liens, notamment d'amitié aussi, avec des membres du pool main propre, vont pouvoir, à la faveur d'une transformation de la stratégie de défense, vont pouvoir leur éviter la prison. Et en plus, ils se retrouvent en prison, ils se retrouvent dans une prison de Milan, dans une même cellule avec des toxicomanes, etc. Il faut voir la scène de dégradation que c'est pour ces grands entrepreneurs milanais. Et donc la jouabilité, c'est ça, c'est-à-dire que le journaliste va un peu plus loin dans son papier. Le papier convainc un entrepreneur de changer d'avocat. L'avocat change complètement la stratégie de défense, c'est-à-dire que la stratégie de défense devient, eh bien oui, on va avouer les pots de vin, mais on va dire qu'on était contraint de le faire parce que c'est méchant politique, etc. Alors qu'en fait, ils étaient très proches, etc. Mais du coup, il y a une rupture de collusion entre une partie des entrepreneurs milanais et une partie des politiques. Et cette rupture des collusions, elle sert aussi d'indice à un tas d'autres acteurs qui se disent ça devient jouable. Ça devient beaucoup plus facile que d'ordinaire, que précédemment, d'avouer ou de dénoncer des pratiques de corruption. Et donc là, ce qui va se passer, là où la plupart des enquêtes sont très vite arrêtées, notamment donc par des boucles de rétroaction négatives, c'est-à-dire que, par exemple, voilà, quand Bettino Craxi tapait du poing, etc., et menaçait des magistrats et des journalistes, parce que, par exemple, il avait poursuivi en diffamation notamment un journaliste fameux du Corriere della Sera, donc le grand quotidien milanais, et il avait eu gain de cause au tribunal. Donc ça impressionnait tout le monde. Et là, de voir que les coups qu'improvise Bettino Craxi ne sont plus couronnés de succès, voilà ce que ça enchaîne. Alors évidemment, là, je suis très superficiel, mais si on étudie ça de manière très, très rapprochée, très détaillée, très fine, on voit presque jour après jour ce que j'appelle des fortes oscillations des perceptions du possible. Et en fait... Fortes oscillations des perceptions du possible. Alors je reviens là-dessus, mais c'est-à-dire que, en fait, c'est une approche de l'événement. Qu'est-ce qu'un événement ? Un événement, c'est la concomitance de fortes oscillations des perceptions du possible. Okay. C'est-à-dire, alors, tout à l'heure, tu parlais de raisonner, ça entre en résonance ou pas avec le spectacle. Mais c'est ça la résonance, qu'on appelle la résonance, la réverbération et l'auto-amplification, c'est ça. C'est bien ça, c'est bien des projections sur la jouabilité de telle ou telle pratique qui s'influencent les unes les autres, quoi. C'est ce que les acteurs anticipent. Et alors on voit bien que plus un événement est important, c'est-à-dire plus ces boucles de rétroaction positives sont importantes, et plus les acteurs doivent réviser leur façon de faire, leur façon de voir leur projection, etc. Ce qui peut être dramatique d'un point de vue identitaire. Par exemple, dans l'opération Main propre, il y a quand même pas moins qu'une trentaine de suicides, avec parmi les suicidés, des gens qui ont des statuts sociaux très très différents, des grands entrepreneurs, des tout petits entrepreneurs d'entreprises familiales, des grands fonctionnaires, etc., des politiques qui se suicident parce que la rupture des collusions entre ces différents milieux est telle qu'il y a un drame identitaire. Ces acteurs s'estiment lâchés. Alors c'est vrai qu'il y a des stigmatisations parce que là j'ai pas eu le temps de le dire, mais alors pas du jour au lendemain, mais en l'espace de quelques semaines, quelques mois, le Corriere della Sera où prévalait une très très forte autocensure jusqu'à l'opération Main propre, se met lui aussi, le Corriere, à changer complètement de ton et à dénoncer ces politiciens corrompus, etc., etc. Ces acteurs s'estiment lâchés parce qu'ils sont lâchés par leurs proches dans les partis, mais aussi dans la rue. Il y a des scènes de dégradation dans les aéroports, dans les files d'attente, etc. Alors j'exagère un peu, mais c'est un tas d'articles qui soulignaient ce type de phénomène, qui évitaient toutes les sorties publiques, les restaurants, etc., par peur d'être lynchés. Il y a des scènes de lynchage qui sont très très impressionnantes, mais tout ça pour dire que voilà, des phénomènes sociaux peuvent prendre des proportions complètement imprévues. Et en fait, c'est ça, un événement, c'est de la disproportion. C'est quelque chose qui sort du litige qui initialement concernait quelques acteurs sociaux, parce qu'un tas d'acteurs se greffent dans ce processus. Oui, et en effet, on comprend en t'entendant comment est-ce qu'une fois l'opération Main propre, on pourrait avoir une vision très morale de la chose, quoi. Le mal qui sort et qui est puni. Mais qu'une fois qu'on minore la question de la transgression, la question morale, et qu'on minore une approche fonctionnaliste, que je crois que tu disais, où on se dit qui a intérêt à quoi, d'un coup se révèle un schème d'organisation sociale de comment est-ce que cette variabilité, ce jeu en fait entre les différents acteurs, qu'on ne voit pas autrement parce qu'on a une sorte de position de principe qui nous masque
la réalité sociale d'un événement. Oui, alors c'est ce qu'on appelle justement des processus émergents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une cause en amont ou une cause unique où on pourrait complexifier. Il y a quand même beaucoup d'auteurs dans les sciences sociales qui disent oui, c'est compliqué, il y a plusieurs causes, etc. Mais c'est des phénomènes enroulés. Par exemple, dans Main propre, très vite, je donne un exemple de ce que c'est que les phénomènes émergents, c'est que très vite, et à la surprise de tous les acteurs, il y a des mobilisations de soutien en faveur du magistrat titulaire qui est inconnu du grand public avant l'opération Main propre, Antonio Di Pietro. Son nom est bombé sur les murs à Milan, sur les autoroutes, Forza Di Pietro, il y a des chansons, etc. Et très vite, des publicitaires, des gérants de discothèques vont faire des soirées Manipolite avec un décor. Pour des raisons très différentes, bien sûr, des producteurs de vin qui font un cru manipulé, etc. Alors évidemment, là, on voit qu'il y a aussi des calculs, des choses intéressées, des acteurs qui pensent, Mais tout ça, donc pour des raisons très hétérogènes. Il y a des militants politiques, bien sûr, qui le font. Ceux qui dénonçaient dans le désert, justement, alors c'est le terme que tu as utilisé, mais c'est le terme qui a été utilisé en Italie, à savoir la question morale. C'est Berlinguer qui, dans une fameuse interview à Repubblica, en avait parlé au tout début des années 80. Un tas d'acteurs, pour des raisons très différentes, vont se mettre à miser sur le pool Main propre et qui du coup va détenir une force sociale incroyable parce qu'il est au centre, c'est un point de convergence, un point focal d'attente, alors très hétérogène, pour des raisons très hétérogènes. Un tas d'acteurs se mettent à miser sur le pool Main propre et du coup ce que fait le pool Main propre se répercute quasiment simultanément se réfracte dans un tas d'univers sociaux. Par exemple, la seule rumeur, sans qu'elle soit fondée, mais que le pool Main propre soit sur le point de mettre en examen un dirigeant de Fiat, suffit à faire s'écrouler l'action de Fiat en bourse à Milan. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des répercussions, c'est-à-dire que les frontières, etc. C'est-à-dire qu'il y a ce que Michel Debré appelle une désectorisation. Alors, c'est pas compliqué, en fait, c'est juste pour dire que quand il y a des mobilisations qui surviennent simultanément dans plusieurs espaces sociaux, c'est-à-dire des mobilisations multisectorielles, eh bien, ça désectorise, c'est-à-dire que ça ouvre, en quelque sorte, non seulement les frontières, mais ça déplace les frontières. Et donc là, le pool Main propre est investi à ce moment-là d'une force sociale incroyable. Mais, alors, et beaucoup de politistes ou de spécialistes du droit, etc., vont déduire que c'est la judiciarisation. Alors, ils vont comprendre l'opération Main propre avec cette explication-là. Oui, on est dans une société de plus en plus judiciarisée, même juridicisée. C'est-à-dire que les catégories de droit sont de plus en plus prégnantes, etc., et influencent nos actions quotidiennes. Et en fait, ça, c'était une grosse illusion aussi, quelque part. C'est-à-dire que très vite, et alors, les membres du pool Main propre vont eux-mêmes, il y a une sorte d'ébriété liée au fait qu'ils sont au centre de tant de spéculation. On comprend, oui. Voilà. Et du coup, eux-mêmes, on leur propose des postes d'être ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, etc., au moment où Berlusconi entre en politique, poussé par Main propre, contraint et poussé par Main propre à s'engager, parce que c'est la seule solution pour échapper aux enquêteurs. Mais très vite, quand les démobilisations vont prendre place, c'est-à-dire en 94, au bout de 2 ans de mobilisation en série, très vite, alors pour les mêmes raisons, c'est aussi des jeux de miroir, un tas d'acteurs, et y compris ceux qui étaient les plus intéressés à ce que ces mobilisations se poursuivent, par exemple ces jeunes journalistes qui se sont fait un nom grâce à Main propre, parce que du coup, eux, ils aient les pages locales donc de faits divers dans la Repubblica, dans le Corriere et dans d'autres journaux. Pendant 2 ans, ils font les articles de première page et qui font les 15 premières pages. Et ils font des livres, ils interviennent à la télévision, ils deviennent connus, ils sont cités par les collègues, ils reçoivent des prix, etc. Et pourtant, même eux qui avaient vraiment intérêt à ce que ça se prolonge, par exemple, quand ils commentent un des premiers procès de l'opération Main propre, eh bien, disent, voilà, c'est la girandola finale, on dit en italien, c'est le bouquet final, etc. Et eux-mêmes, alors, ils le font parce qu'eux-mêmes s'appuient sur ce qu'ils croient anticiper de ce que font d'autres acteurs. Et le fait que Berlusconi devienne président du Conseil en 94, je donne un exemple que je donne souvent, mais parce que là, j'ai peu le temps de le développer, évidemment, mais c'est que Main propre, c'est contemporain, évidemment, de tout un tas de mobilisations qui concernent aussi les mafias traditionnelles, notamment la mafia sicilienne, Cosa Nostra, et on a un effondrement du lien social de type mafieux, c'est-à-dire avec le phénomène de repenti, parallèlement à Main propre, et c'est lié, c'est des réseaux de pouvoir qui sont évidemment interconnectés, mais s'effondre aussi tout un tas de réseaux de pouvoir. Et par exemple, on passe d'une trentaine alors le terme exact, c'est collaborateurs de justice, mais le terme grand public, c'est repenti. On passe d'une trentaine à 700 repentis en 2 ans. Il faut savoir ce que ça représente, y compris parmi les Corleone, parmi le clan de Cosa Nostra le plus puissant. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce que ça signifie pour des mafieux. C'est-à-dire
c'est la chose la plus horrible qui puisse arriver. On dit infâme, c'est des infâmes, c'est-à-dire se mettre à collaborer avec les carabiniers et les magistrats, c'est la chose la plus horrible pour un mafieux. On a 700 mafieux qui se mettent à décrire 30 ans, 40 ans de carrière mafieuse, etc. Enfin bref. Et pourquoi je dis ça, c'est que très très vite après l'accès de Berlusconi à la présidence du Conseil, on a la première manifestation de rue organisée par quelques avocats, alors qui n'est pas du tout massive, mais le seul fait qu'elle ait lieu est significatif, donc une manifestation de rue pour protester contre les repentis. Et vous voyez, donc ça veut dire qu'on a des acteurs qui ont pu estimer, donc on a de nouveau de fortes oscillations des perceptions du possible, mais qui vont dans le sens cette fois d'une moindre jouabilité de la dénonciation et au contraire d'une plus forte jouabilité des collusions qui prévalaient avant main propre. Autre exemple, pour rebondir sur ton actualité et continuer à déplier cette sociologie des perceptions ou des jeux de miroir, un article que tu as publié dans cet ouvrage qui s'appelle donc Scandale avec deux collègues. Et Histoire, avec 2 collègues, une contribution de ce livre de 2016, où tu reviens cette fois sur un exemple suisse, ce qu'on a appelé le scandale des fiches. Et moi, ça m'a d'autant plus intéressé, c'est qu'en le lisant, bien aujourd'hui, ça résonne avec le vote, la votation sur la loi sur le renseignement. C'est à quel point, 30 ans après, il y a eu une bascule extraordinaire. Enfin, ça résonne de façon absolument extraordinaire. Alors là aussi, peut-être commencer par redonner le contexte. Donc là, on est en Suisse, au niveau du Conseil fédéral, à la fin des années 80, et une modeste conférence de presse, quelques lignes dans un rapport, va avoir des effets et un impact assez étonnant. Et comment est-ce que tu interviens là-dedans? Comment est-ce que vous la dépliez, puisqu'effectivement c'est... Alors, c'est une recherche en cours, c'est une recherche FNS, donc le Fonds national de la recherche suisse, donc avec un doctorant, Fabien Teta, qui fait sa thèse sur le scandale des fiches, Bernard Vouta qui dirige la recherche, et puis moi qui suis associé, donc c'est une partie de ma recherche, donc sur le scandale des fiches, effectivement. Alors, on fait tourner un peu ce modèle-là que j'ai un petit peu expliqué. Donc le scandale des fiches, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a là aussi une concaténation. On a aussi un enchaînement, c'est-à-dire l'affaire COP, le scandale des fiches, et puis la P26, P27. Alors je vais y revenir pour ceux qui auraient oublié, mais je suis sûr que certains parmi vous savent de quoi je parle. Et donc, en fait, c'est dans le cadre de la commission d'enquête, il y a une commission d'enquête parlementaire qui prend place suite à la démission d'Elisabeth Kopp. Donc c'est très rare en Suisse qu'une conseillère fédérale, enfin en l'occurrence qu'un conseiller fédéral, mais c'est la première femme à occuper ce poste, démissionne. Et donc, c'est jamais que la deuxième fois qu'une commission d'enquête parlementaire est mise sur pied. La première fois, c'est aussi dans le cadre d'une affaire, c'est l'affaire des Mirages en 1964. Et donc, dans le cadre de cette commission d'enquête parlementaire, à la fin de ses travaux, la commission procède à une conférence de presse qui, d'ailleurs, a plutôt tendance à blanchir Elisabeth Kopp. Mais ce qui est intéressant, c'est que le volume donc, qui est rendu public à ce moment-là contient un chapitre qui n'est pas très important dans le total du volume, mais sur les phénomènes de surveillance. Et dans le cadre de cette surveillance par une police alors fédérale. Et cantonale, les polices cantonales et aussi. Surveillance de toute personne, d'un parlementaire ou militant qui pourrait avoir une action subversive quelconque. Alors, il y a déjà des chiffres. Alors, en fait, des chiffres avaient déjà circulé avant sans qu'il y ait de reprise, sans qu'il y ait ce que j'appelle des boucles de rétroaction positives. C'est-à-dire que des chiffres... Alors, très imprécis, mais de 1 million de fiches. Alors là, en l'occurrence, c'est 900 000 fiches, dont on ne sait pas très bien à l'époque, et c'est toujours un peu le cas d'ailleurs. En fait, on sait que ce n'est pas 900 000 personnes qui sont fichées, parce que ça comprenait des collectifs, etc. Mais c'est quand même des centaines de milliers de personnes qui étaient surveillées de près. Mais il se passe pas grand-chose dans les jours qui suivent. Encore une fois, c'est la difficulté, ce sont des processus non linéaires. C'est-à-dire que ça peut tout d'un coup prendre des proportions, ce que je disais tout à l'heure. Mais ce qui va se passer, c'est que des parlementaires socialistes vont demander à consulter leurs fiches. Et ils le font. Alors ils le font parce que c'est pas tous les. Au départ, ils ne parlent pas comme un seul homme. Aucun collectif ne marche comme un seul homme, bien sûr, mais y compris un groupe parlementaire. C'est quelques parlementaires assez jeunes qui ont souvent intégré le Parti socialiste sur le tard, qui sont souvent passés par l'extrême gauche dans les années 70 précédemment. Voilà, c'est Peter Bodenman ou Françoise Pitlou ici à Lausanne, même si elle est valaisanne, mais à l'époque elle était à Lausanne, qui vont demander expressément, et le groupe socialiste se rallie. Ils font la demande, mais ce qui va... Alors,
on les autorise. Le Conseil fédéral, à ce moment-là, les autorise à consulter leurs fiches. Mais alors se pose la question de qui peut consulter sa fiche. Et très très vite, des concessions sont faites, mais des concessions sont faites parce que ceux qui les font n'imaginent pas du tout la portée de ces concessions. C'est-à-dire que il table sur le fait que peut-être que les plus militants, les plus activistes, c'est jamais que quelques milliers de personnes en Suisse, vont demander effectivement à consulter leurs fiches. Et ça paraît raisonnable. C'est ce qu'on appelle une riposte institutionnelle, qui est faite pour désamorcer le scandale, c'est-à-dire pour démobiliser. Eh bien, on doit faire quelques compromis, etc. Et donc, c'est une concession qui paraît efficace, en tout cas, à ce moment-là. Et ce qui va surprendre tout le monde, alors c'est lié aussi évidemment parce que la presse va embrayer, mais pas tout de suite. On voit que c'est toute cette conférence de presse, donc alors, je ne l'ai pas dit aussi, mais cette conférence de presse, il y a des jeux de concomitance aussi. C'est-à-dire qu'elle a lieu 15 jours après la chute du mur de Berlin. Et puis, 2 jours après, c'est le dimanche. Donc la conférence de presse a lieu le vendredi. Et 2 jours après, il y a le résultat qui surprend beaucoup d'acteurs de l'initiative populaire pour une Suisse sans armée, du GSSA. C'est-à-dire, alors l'initiative n'est pas adoptée, mais elle rallie 36% des votants, ce qui surprend beaucoup. C'est-à-dire le fait que plus d'un tiers des votants s'expriment contre l'armée en Suisse, une institution aussi centrale dans les institutions politiques suisses. Surprend beaucoup, et du coup ça va affecter ce que j'ai appelé la jouabilité énormément. Mais toujours est-il que une bulle va se former, c'est-à-dire qu'un tas d'acteurs vont se mobiliser autour de ce fichage, de cette surveillance, et on va arriver à ce chiffre absolument astronomique que personne n'avait anticipé, 350 000 personnes, parce que le délai pour consulter sa fiche, en tout cas pour déposer une demande, s'arrête au 31 mars. Et en l'espace de 3 mois, c'est pas moins de 350 000 personnes en Suisse. Il faut se rendre compte, c'est plus de 5% de la population adulte à ce moment-là en Suisse qui demande à consulter sa fiche. Alors, c'est juste un des effets de disproportion dont je parle. Et par exemple, alors, il y a un comité contre les tafouineurs qui se forme. C'est un comité donc formé par des militants, des activistes, dont beaucoup sont passés et sont encore dans des collectifs d'extrême gauche. Voilà, c'est des collectifs qui sont habitués à tirer des tracts, etc., à 500 exemplaires, à 1000 exemplaires. Là, ils tirent le premier numéro de leur journal Fiche et Fouine, alors l'édition allemande, enfin en langue allemande, puis ensuite une édition francophone, à 300 000 exemplaires. Là encore, on a des phénomènes, alors qu'on peut retracer d'ailleurs, on peut s'amuser à faire des graphiques, c'est joli, mais voilà, ça donne une idée de la disproportion, de la non-linéarité de ces phénomènes, de ces bulles. C'est-à-dire que les rétroactions dites positives, en fait, ça peut ne jamais s'arrêter, quelque part, mais ça finit toujours par s'arrêter. Mais je veux dire, un processus, je sais pas, l'affaire Dreyfus, il y a 10 ans, alors c'est pas de manière intense tout le temps, mais pendant 10 ans, il y a des mobilisations, des contre-mobilisations, alors avec des moments, avec des pics et puis des moments de moindre intensité. Mais voilà, il y a des boucles on ne sait pas où ça peut s'arrêter. Et personne ne le sait parce que les acteurs sont à la fois acteurs de ces boucles, mais pris dans ces boucles. Comme c'est des jeux de miroir, évidemment. C'est comment dire, les acteurs vivent ce qui est vécu comme une transformation du contexte, mais auquel ces acteurs participent. C'est vu comme quelque chose de contraignant, comme quelque chose du dehors qui vous force. Si tout le monde se met à dire ce film est scandaleux, etc., ça devient très difficile dans une assemblée, par exemple, qui votera à main levée, je sais pas, de dire que ce film n'est pas scandaleux. Ça devient plus coûteux de le dire. En revanche, dire qu'il est scandaleux, ça devient très abordable puisque tout le monde le fait. C'est ces phénomènes-là qu'il faut comprendre. Alors, dit comme ça, mais on peut vraiment voir quand on regarde. Alors, on fait une sorte de zoom ou de ralenti, perpétuel au ralenti, c'est-à-dire qu'on va voir presque jour après jour, mais encore une fois, pas pour faire une chronique, pas pour voir que, voilà, pas pour faire, mais pour comprendre la dynamique du scandale. C'est-à-dire un processus émergent, c'est-à-dire fait de boucles de rétroaction, alors positive et négative, les deux vont ensemble. Alors, peut-être que je pourrais enchaîner là-dessus, mais ce modèle-là, il vaut, selon moi, pour plein de phénomènes sociaux, mais même en dehors, parce que si on regarde, je sais pas, le phénomène climatique, dont il était question lors de la conférence précédente, c'est bien la même chose dont il s'agit. C'est un modèle qui vient... les théories dites du chaos, ça vient de Lorenz, ça vient d'un climatologue dans les années 60, même si c'est un papier que personne ne lit à ce moment-là, et que des physiciens vont lire 10 ans après, et en faire d'autres choses avec leur modèle. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut appliquer ces modèles-là aux sciences sociales, mais on a des choses très très communes sur la non-linéarité, les phénomènes émergents, les boucles de rétroaction. C'est des phénomènes qu'on retrouve dans tous les phénomènes vivants, et ce qu'on appelle émergence, voilà, la vie, comprendre la vie, c'est un phénomène émergent, la vie
comment comprendre que la vie naisse de la matière, hein. C'est bien une recombinaison des cellules qui rend possible la vie, hein. Ouais. C'est un phénomène émergent. La conscience aussi, comprendre la conscience, c'est aussi un phénomène émergent, hein. Alors, dit ça, c'est pas la clé qui ouvre toutes les serrures, hein. C'est pas voilà, c'est émergent, c'est pas un mot magique, etc. Après, il faut aller voir au concret, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Mais selon moi, il y a vraiment quelque chose à faire, et notamment pour ce qui me concerne, c'est-à-dire dans les sciences sociales, avec les phénomènes émergents. Ouais. Le terme de recomposition me parle tout à fait. C'est un phénomène émergent, ça serait un phénomène qui engage, qui enclenche une recomposition d'une situation. Exactement. C'est un phénomène émergent, c'est une recombinaison, un réarrangement de relations d'interaction, ouais. Mais qui, ce faisant, reconfigure l'ensemble. Alors, là, j'oppose un peu des parties à l'ensemble. Mais ça, encore une fois, c'est quelque chose de très, très problématique, hein. Qu'est-ce qu'est la partie, qu'est-ce qu'est l'ensemble, etc. C'est-à-dire que dans les sciences sociales, on résout le problème, enfin, jusqu'à présent. C'est pas tout le monde, hein, j'exagère un peu, mais souvent, soit il faut choisir entre du micro, hein, ou du macro, hein. Et puis, la question des jeux d'échelle et du passage entre les deux, on la laisse un peu parce que c'est compliqué. Alors, si on fait du macro, on ne s'intéresse pas trop au micro, et inversement, hein, ou alors, si on fait du micro, on va dire que le macro, c'est de l'agrégation, des phénomènes d'agrégation, hein, mais on n'en dirait pas plus. Alors, c'est Raymond Boudon, par exemple, dans les sciences sociales, on va dire, voilà, il y a des effets pervers ou des effets d'agrégation que n'ont pas prévu les acteurs, mais etc. Mais on ne va pas tellement s'intéresser aux boucles de rétroaction, ça permet de comprendre des variations. Alors, c'est là encore une fois, c'est pas pour faire peur, hein, mais multiscalaires, c'est-à-dire qui changent d'échelle, quoi. C'est pour ça que des choses, enfin, moi, m'ont beaucoup inspiré, mais par exemple, Benoît Mandelbrot, les fractales de Benoît Mandelbrot, qui a beaucoup été exploité par des artistes, hein, notamment par la suite, mais c'est bien quelque chose qui nous permet de comprendre ce qu'il appelle l'autosimilarité multiscalaire, mais c'est juste de dire que, comment dire, il y a des échelles qui peuvent être... Voilà, je sais pas, quand on passe d'une bagarre à une révolution, hein, on a bien changé d'échelle. Alors après, il faut comprendre comment on est passé de l'un à l'autre, etc. Hein, ce qui était alors là, c'est métaphorique, hein, ce que je dis, une bagarre. Voilà. Mais vous voyez, il faut comprendre. Alors la difficulté, c'est qu'il faut comprendre ça. Comment on dit ? Il faut comprendre quand on dit qu'il y a du non linéaire, c'est-à-dire il faut comprendre des phénomènes où il y a de la discontinuité, mais avec... Et Michel Daubry, donc un sociologue qui était le directeur de ma thèse, hein, c'est pour ça aussi qui m'a beaucoup inspiré, mais ce qu'il appelle une perspective continuiste, c'est-à-dire qu'il ne faut pas changer de lunettes en disant ceci n'est qu'une révolte et ceci c'est une révolution. Alors ça veut dire qu'on a deux schémas causaux tellement différents, hein, parce qu'on sera focalisé sur l'issue, hein, sur ce qu'on connaît de ce qui s'est déroulé, hein. Là aussi le terme déroulé, hein, là aussi c'est un terme de tous les jours, mais ça présuppose que c'était déjà à l'œuvre, hein, comme un tapis qu'on déroule, alors qu'en fait ça nous invite juste à ne pas changer de lunettes, c'est-à-dire à suivre les acteurs, hein. Alors là-dessus, c'est vrai que Bruno Latour propose quelques pistes. Alors, je ne suis pas du tout latourien. Bruno Latour, donc un sociologue français qui a une grande visibilité de par ses travaux d'une part, et d'autre part par ses engagements, et notamment ses collaborations avec des artistes. Oui, aux Têtes des Amandiers notamment. Ouais, oui, alors... J'allais dire que je ne suis pas du tout latourien, mais c'est vrai. Alors, je trouve que voilà, il est très dans la logique postmoderne, etc. Comment dire, passer pour radical à peu de frais, avec quelques provocations. Mais il y a quand même des choses intéressantes sur. Tout n'est pas acheté, selon moi, dans l'idée d'acteur réseau, hein. C'est forcé de comprendre. Qui est sa grande idée, l'acteur réseau, peut-être. Avec Michel Calon, hein, mais c'est d'essayer de comprendre des phénomènes d'association, quoi, hein, ce qu'ils appellent des phénomènes d'association. Mais c'est juste comprendre des changements d'échelle, en fait, sans changer de lunettes. Parce que soit on va passer du micro au macro, on va changer, vous voyez, on va passer du microscope, on va changer d'instrument, alors qu'en fait, il ne faudrait pas changer d'instrument. Il faudrait juste suivre. Comprendre dans la continuité la discontinuité. C'est bien, un exemple que j'utilise souvent pour mes étudiants, hein, mais pour comprendre des variations, y compris très fortes de température, on ne va pas changer le thermomètre, quoi. C'est justement parce qu'il y a un thermomètre, c'est quelque chose de standardisé qui nous permet de voir qu'il y a des changements de température, mais on ne va pas changer l'instrument de mesure. Bon, c'est métaphorique, hein, mais pour dire aussi quand même que ton travail ne porte pas seulement sur des grands bouleversements ou des actions fortes, mais on peut aussi le comprendre. Comment est-ce que ça influe la manière de faire un récit ? Et je prends l'exemple de cet ouvrage dans la collection Le Savoir Suisse, que tu as co-signé, qui est sur ce qu'on appelle la formule magique.
que tu as co-signé avec Elie Burgos et Oscar Mazzoleni, où vous faites l'histoire, le récit de ce qu'on a appelé la formule magique depuis son apparition dans l'après-guerre jusqu'à sa mise en question au début des années 2000. Là, il n'y a pas tant un bouleversement que de comprendre. Ça permet de faire une certaine histoire, c'est-à-dire de s'intéresser à un phénomène émergent. Comment est-ce qu'on arrive à cette idée-là ? Et comment est-ce qu'un autre phénomène émergent 50 ans plus tard, comment est-ce qu'elle se délite et elle est mise en question. Là, il n'y a rien il n'y a pas de bouleversement, mais il y a quelque chose qui s'installe et ça permet ton approche permet de le raconter pour en comprendre l'ensemble des enjeux et quels sont les phénomènes qui arrivent à instaurer, par exemple, cette formule magique. Oui, alors... c'est vrai qu'en passant de l'Italie à la Suisse, là, on passe d'un pays connu pour son instabilité sociopolitique à un autre qui lui aussi est connu pour sa très très forte et c'est vrai exceptionnelle stabilité. Mais vous voyez, la difficulté, c'est que si on se dit d'emblée que la Suisse est le pays de la stabilité, du consensus, tout ce qui va suivre, etc., d'emblée, on va adopter de nouvelles lunettes, quoi. Donc la première difficulté, c'est de banaliser l'objet, quoi. C'est-à-dire, ça n'a rien d'extraordinaire, au niveau de ce que mettent en œuvre les acteurs sociaux en Suisse par rapport aux autres, ça n'a rien d'exceptionnel, etc. Il y a juste une histoire, effectivement, qui est différente, mais on ne va pas changer de lunettes, déjà. Banaliser l'objet et surtout, alors ne pas verser, alors c'est aussi la difficulté, c'est que tout nous invite à verser dans la mythologie, mais chaque pays produit sa propre mythologie, y compris à travers l'historiographie, et évidemment les manuels scolaires, etc., mais aussi les productions artistiques. Et donc, voilà, on aura la Suisse, le pays de la... Et du coup, la formule magique donc, qui apparaît en 1959, alors comme souvent, mais c'est pas propre, ça n'a rien d'extraordinaire là non plus, le terme est péjoratif, c'est-à-dire que c'est un journaliste, mais aussi député radical, qui écrit dans la NZZ un article pour vitupérer, pour stigmatiser l'alliance qui se profile, c'est-à-dire l'entrée de deux socialistes au Conseil fédéral en 1959, ce à quoi il s'oppose vigoureusement. Il voudrait qu'aucun socialiste, ou alors un seul, entre au Conseil fédéral. Et donc, c'est contre cette logique de proportionnalisation des rapports de force parlementaires au Conseil fédéral, qui voudrait que les socialistes étant à ce moment-là le premier parti au Conseil national, aient 2 sièges au Conseil fédéral. Et donc, il lutte contre cette perspective qui va appeler ironiquement la formule magique. Le terme est en allemand, mais se diffuse très rapidement. Et là aussi, avec du coup des appropriations très très différentes, très hétérogènes. C'est-à-dire des acteurs qui sont favorables à l'entrée des socialistes avec 2 sièges vont s'approprier la formule. C'est la formule magique, le terme, etc. Mais cette fois dans une... De négative, elle va devenir positive. Va devenir positive. Et alors, très très vite, on voit ça aussi... Alors, c'est à la fois conscient et inconscient, mais une partie des acteurs vont essayer de favoriser cette combinaison des rapports de force au sein du Conseil fédéral en s'appuyant sur la mythologie suisse de la proportionnelle, des compromis, du consensus, de l'équilibre, etc., etc. Alors qu'en fait, quand on regarde de très près, là aussi les négociations jour après jour, etc., ce sont des rapports de force et la manière dont les acteurs sont pris, mais en même temps producteurs de ces rapports de force, mouvants, qui bougent. Et donc, voilà, un parti... Alors, avec des coûts, évidemment, par exemple, les socialistes entrent parce qu'ils ont passé un accord. Je dis ça ne veut pas dire que c'est un complot. En tout cas, quand bien même ce serait un complot, les complots existent, sont des choses très ordinaires. Si un complot, c'est s'associer collectivement pour nuire à autrui, et notamment, par exemple, un adversaire politique, il n'y a rien de plus ordinaire qu'un complot. C'est des choses très, très ordinaires qui scandent les jeux politiques partout dans le monde. Par contre, ce qui est très naïf sociologiquement, c'est un point de vue conspirationniste, complotiste, c'est-à-dire de croire que tout est complot. Parce que croire que tout est complot, on perd sur tous les tableaux, c'est-à-dire on perd à la fois sur les structures et aussi sur la contingence. Et en plus, on réduit tout aux intentions supposées néfastes de quelques manipulateurs omniscients dont la volonté suffirait à transformer les phénomènes sociaux. Ça ne veut pas dire que les acteurs n'ont pas de tactique, n'ont pas de stratégie, n'ont pas de volonté, n'ont pas d'intention, mais ces intentions sont ballottées et puis ces intentions ont une histoire. Ces acteurs ont une histoire, ils pensent ce qu'ils pensent en fonction de par exemple, ce qu'un historien, socio-historien américain appelle le répertoire d'action collective, à travers, voilà, ils sont pris dans des jeux beaucoup plus grands qu'eux, dans des univers sociaux, enfin bref. Mais pour revenir à la formule magique, voilà, c'est une transformation des rapports de force, y compris électoraux, qui va rendre possible des tactiques, alors qui évoluent, parce que par exemple,
C'est donc avec une alliance avec les démocrates chrétiens, contre les radicaux, que les socialistes vont pouvoir entrer à ce moment-là. Et puis effectivement, à la faveur là aussi d'une transformation des rapports de force électoraux, alors sans qu'il y ait rien de mécanique évidemment entre les deux, parce qu'il faut qu'il y ait des médiations, des appropriations, des lectures qui peuvent être très, très divergentes, que des acteurs vont remettre en cause à partir des années 90 et puis des années 2000 cette formule magique, dont d'ailleurs on ne sait pas très bien si elle continue ou pas, parce que ça serait naïvement croire que la formule magique peut être définie objectivement, alors que c'est ce qu'en font et ce qu'en disent les acteurs, y compris les plus intéressés au maintien ou au contraire à l'abandon de cette formule magique. Qui se voit remise en cause, en effet. Et c'est un petit bouquin fort instructif qui fait réinterroger comment est-ce qu'on perçoit le consensus en Suisse. C'est vraiment tout à fait passionnant. Alors, juste là-dessus, mais c'est comment dire, c'est toujours plus difficile et en même temps plus facile d'observer quelque chose de l'extérieur. C'est-à-dire que, alors, voilà, ça a été théorisé par certains, tu sais, l'estrangement des Russes, des formalistes russes que reprend Carlo Ginzburg, l'historien italien, à savoir, comment dire, par exemple, sur main propre, il se trouve que je ne parlais pas l'italien avant de commencer, je suis allé l'apprendre sur place, mais je n'avais pas été socialisé aussi par tous les lieux communs, historiographiques, etc., dans lesquels grandissent en quelque sorte ce qu'on appelle les civilisationnistes, ceux qui enseignent l'italien, lettres et civilisation à l'université, par exemple, et qui ont tout de suite vu main propre comme étant un symptôme de la corruption, etc., avec un point de vue de pathologisme social très, très affirmé, très patent. Et du coup, de ne pas avoir été soumis à cela m'a permis de chercher aussi, de questionner, sans étant complètement impliqué dans l'objet, avec une certaine... Alors, ça ne veut pas dire que c'est un garant d'objectivité ou quoi que ce soit, mais on voit les choses autrement. Et pareil pour la Suisse, c'est-à-dire qu'il m'est plus facile pour moi, moins coûteux en tout cas, de revenir sur certains lieux communs, parce que je n'ai pas été socialisé dans et par ces lieux communs, par l'école, par les voisins, par les parents, etc. etc. C'est-à-dire quand vous avez entendu 100 000 fois que la Suisse est un cas unique au monde, que la formule magique, que le consensus, etc., que la concordance, alors que si on interroge les conseillers nationaux là-dessus, d'ailleurs c'était le cas parce que je me rappelle d'un entretien dans Le Matin de conseillers nationaux il y a quelques années où on leur demandait quelle était leur définition de la formule magique et de la concordance, et on voyait qu'ils ne connaissaient absolument pas d'où ça venait historiquement, avec des contresens énormes, enfin peu importe, mais quand vous avez grandi avec ça en tête, ça devient très difficile de remettre ça en cause, parce que ça fait partie de l'histoire. Voilà. C'est ce que Bourdieu appelle, en reprenant une formule de Durkheim, l'histoire c'est l'inconscient, ou l'inconscient c'est l'histoire, c'est dans l'autre sens, mais ça joue dans les deux sens, savoir que quand c'est incorporé, eh bien, remettre ça en cause, ça devient très très coûteux, très difficile, ça va de soi. Merci. Écoute, je te propose une dernière petite partie en vous donnant la parole, et peut-être en intervenant, en réagissant ou en interrogeant Hervé sur les différents aspects de son intervention. J'ai été sage, j'ai pas bougé, pratiquement. Oui. Je me suis fait violence. Auriez-vous des questions, des réactions, des blagues? Merci. Oui, alors sur ces questions de circulation qui font augmenter les bulles scandaleuses, est-ce que vous avez perçu un changement entre les années 90 et les années 2000 avec l'apparition des réseaux sociaux, et comment ça a participé à cela en fait? Merci. Alors, c'est une question qui revient souvent, pas seulement pour cet objet. Par exemple, dans la thèse de Youssef, c'est une question très importante. Alors, il y a toujours, quand il y a de nouvelles technologies, il y a toujours des nouvelles technologies, en tout cas depuis plusieurs siècles, il y a toujours un point de vue très sens commun en disant, voilà, c'est la nouvelle technologie. C'est-à-dire que très vite, on le voit pour les révolutions arabes, c'était Facebook, les révolutions Facebook, etc., les réseaux sociaux. Sans les réseaux sociaux, il n'y aurait jamais pu avoir. Si on se dit ça, alors c'est un point de vue très naïf, d'un point de vue de ce qu'on sait de l'histoire des innovations technologiques, parce que ce qui compte, c'est les appropriations. Alors ça, c'est pas incompatible avec les appropriations. On peut dire c'est les jeunes révolutionnaires qui se sont appropriés ce nouvel instrument, etc., et qui ont pu faire ce qu'ils ont pu faire uniquement grâce à ce nouvel outil. On comprendrait pas comment la Révolution française a pu avoir lieu, quoi. Faut se rappeler que ça va très vite aussi, la Révolution française. C'est-à-dire en quelques semaines, alors ça dure 10 ans, mais en 89. Entre le printemps et l'été 89, ça va très très vite. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de télégraphe, il n'y a pas Internet.
Donc voilà, donc sans doute que ces bulles spéculaires dont je parle n'ont pas besoin. Alors ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'effet, je dis pas ça, mais il se trouve que je l'ai pas étudié de près, donc je pourrais pas en plus fournir une étude empirique très solide là-dessus. Mais selon moi, alors ça peut avoir des effets à voir, mais sans doute que ça n'empêche pas ni ne facilite ces boucles de rétroaction dont j'ai parlé. C'est-à-dire que ça peut aller très très vite, y compris quand on est complètement dépourvu. Alors par exemple, ce qu'on appelait la rumeur. Qu'est-ce que c'est qu'une rumeur ? Ça peut circuler très très vite. Voilà la grande peur dans la France rurale, alors qu'il y a aussi un mythe, qui est aussi une mythologie, mais les choses peuvent circuler très très vite parce que comme ce sont des acteurs qui sont interconnectés, même à distance, mais qui savent que, etc., à une époque où une nouvelle de Paris pour arriver à Toulouse, elle met 10 jours ou 15 jours. Mais ça peut aller très très vite avec la rumeur, avec d'autres qu'un déplacement de carrosse. Et donc, sans doute que les réseaux sociaux... Alors, pour les scandales, alors, je vois, vous faites sans doute référence aux Panama Papers ou à ce genre de choses, ou au FIFA-Gate, mais de ce que je vois... Alors, il se trouve que j'ai fait une petite recherche, mais assez périphérique par rapport à ce que je dois faire, mais sur le FIFA-Gate, je pense que ça joue très très peu, en fait. Même si ça vous déçoit peut-être, ou je sais pas, mais je pense que ça joue très très peu. Même si, alors, par contre... Ce qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que les acteurs pensent que ça joue doit être intégré évidemment dans la recherche. C'est-à-dire que, et en même temps, sans forcément adopter un point de vue de surplomb en disant regardez, il s'illusionne, il croit que ça et en fait ça n'a pas d'effet. De mon point de vue, à partir du moment où il croit que ça a des effets, c'est à prendre évidemment en compte, puisque le seul fait qu'il croit que ça a des effets produit des effets. C'est ce qu'on dit, quelque chose qui devient performatif. C'est-à-dire ça peut encourager les gens à revoir ce qu'ils estiment être. Alors, sans utiliser ces termes-là eux-mêmes, mais la jouabilité d'une protestation ou d'une pratique quelle qu'elle soit. Merci. On a beaucoup parlé, et de façon très dense. Est-ce que vous voyez, merci. Est-ce que vous voyez la fameuse et dernière histoire de Donald Trump et des sextapes de Donald Trump comme un phénomène émergent ? Alors oui, c'est émergent parce qu'on en parle très très peu de temps après que ça a été rendu public. Donc le seul fait qu'on en parle ici, ça veut dire qu'à des milliers de kilomètres de distance, en l'espace de 48 heures ou à peine plus, on en parle. Vous me posez la question, quoi. Seulement après, ça va dépendre, alors c'est pas une réponse de Normand, mais ça va dépendre des boucles de rétroaction. C'est-à-dire que les boucles de rétroaction peuvent être très vite négatives. C'est-à-dire, je ne sais pas, les dirigeants du FBI et de la CIA qui très vite estiment que ça n'en vaut pas la peine de se brouiller avec le nouveau président et que, en quelque sorte, on va fermer les yeux. Mais tout ça va dépendre de ce que vont en faire les acteurs sociaux, quoi. Donc, alors, en même temps, c'est bien de se poser la question, c'est que là, on ne connaît pas l'issue. Donc, n'en connaissant pas l'issue, vous voyez, on peut pas, on n'est pas. Alors, parce que l'illusion, ce que Michel Deauville, encore une fois, appelle l'illusion rétrospective, c'est ce qu'il appelle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on connaît l'issue d'un phénomène social, alors évidemment, quand je dis ça, un phénomène social, ça veut dire aussi qu'on le découpe. En fait, tout est interconnecté. Enfin, c'est compliqué. Mais comment on découpe nos objets ? Donc, quelle est la fin ? Parce que ça se finit jamais. Mais comment dire ? Quand on connaît l'issue, on va être. Enfin, ça va être très difficile d'échapper à ce qu'on connaît de cette issue. C'est ce que Debré appelle, c'est un attracteur narratif. C'est-à-dire qu'on va construire notre histoire, et donc une causalité notamment, en fonction de l'issue, de ce qu'on connaît de l'issue. Donald Trump, il va être contraint à se démettre parce qu'il va y avoir un impeachment qui va réussir. Et donc, effectivement, c'est la sextape, ce qui, ça se trouve, n'existe pas. On n'en sait rien, nous. Mais ça va dépendre de ce que vont en faire les acteurs. Et donc, ça va dépendre, il faudrait étudier, voir la jouabilité qui en ce moment même est en train d'osciller dans des rédactions, dans des services de renseignement, en plus sur une échelle internationale, c'est ce qui joue à Moscou, à Washington, enfin, là aussi c'est métaphorique, mais dans plein d'endroits différents, à des échelles différentes. Mais des acteurs se posent en ce moment la question de savoir, vous voyez bien que l'agent de renseignement anglais qui serait à l'origine, enfin qui d'après ses sources russes, aurait dévoilé l'affaire, a quitté son domicile, enfin c'est le Guardian qui en parlait avant-hier. Mettons qu'il est assassiné demain, etc. Ça va renchérir le coût des prises de position, parce qu'un tas d'acteurs vont se dire, je vais me faire assassiner si je prends position, si je dévoile, etc. Le FSB, etc. Ils sont prêts à tout. Le polonium, est-ce que je mange ma salade au polonium demain matin ? Enfin bref. Mais donc ça va dépendre, mais c'est en train de se jouer en ce moment, de relations
Et donc, si c'est les boucles de rétroaction positive, alors dire comme ça, c'est un peu objectiviste, hein, j'en conçois, mais ça va dépendre de ce que vont faire un tas d'acteurs sociaux qui sont reliés les uns aux autres, et des coups qu'ils vont s'autoriser ou s'interdire. Est-ce que je joue avec, etc. Ceci dit, l'information en tant que telle, pour moi, n'a rien de surprenant. C'est-à-dire que je ne serais pas du tout surpris. Sans doute que les liens très proches entre Poutine et Berlusconi sont liés à le même genre de chantage. Hein. Enfin voilà. Mais ceci dit, ça n'a rien d'extraordinaire au niveau de. Enfin, c'est le propre des services de renseignement, hein, de détenir des informations. Ceci dit, indépendamment, justement, là aussi, on en revient sur le scandale, c'est-à-dire que la sextape pourrait ne pas exister, mais ce qui compte, c'est ce que les acteurs en font, quoi. Hein, indépendamment de sa réalité, quoi. Décidément, la transgression n'est pas le centre du scandale. Voilà, on pourrait en revenir aussi sur Clinton, hein, se rappeler Clinton, ce qu'était l'affaire Lewinsky, ouais. Oui. J'aurais aussi envie de faire le lien alors avec le spectacle de Massimo Furlan par rapport à ça, et je me demande effectivement comment le phénomène émergent se manifeste dans cette idée-là, parce que vous avez parlé de phénomène émergent, on pourrait parler aussi de catalyseur ou de choses comme ça. Je ne sais pas quelle analyse vous faites. Alors, donc effectivement, alors ce qui est émergent là dans cette histoire, alors je ne sais pas s'il est encore là, le Massimo, c'est nascosto. Il s'est caché, le Massimo. Alors ce qu'il y a d'émergent, alors on le voit aussi, ça fait partie d'une pratique artistique aussi, hein, c'est-à-dire il est invité dans un village du Pays Basque. Il doit se vivre aussi, parce qu'il est défini comme tel, encore une fois, s'identifier comme un performeur. Donc il y a aussi une forme de surenchère, ce que je dois faire à chaque fois, me dépasser, etc. etc. Et le fait d'associer donc des habitants d'un village à ce qui est au départ à une sorte de canular, hein, là ce qui est émergent, c'est qu'on voit bien que ça reconfigure les relations, alors qui au départ sont inexistantes, puisque c'est tout à fait artificiel, il va séjourner une semaine là-bas, mais il noue des liens avec des habitants. Et ensuite, il va faire ce coup de force de convaincre une partie de ses habitants de partager avec lui ce qui va devenir, ce qui au départ était un canular, mais va devenir un spectacle. Et donc les faire des choses qu'il n'avait jamais faites, c'est-à-dire ce qu'on a vu depuis mardi soir ici, c'est-à-dire être sur une scène à déclamer un texte, enfin, etc. Mais donc il leur fait faire des choses qu'ils n'avaient jamais pensé faire. Hein. Donc là, on est bien totalement dans un phénomène émergent. Hein. C'est-à-dire que de redistribution des rôles, des façons de faire, des pratiques, hein, c'est complètement émergent. Et alors ensuite, il faudrait voir la façon dont ces acteurs vivent, ressentent. Hein, parce que j'ai peut-être pas eu le temps de le dire d'ailleurs, mais si je m'intéresse autant aux perceptions, c'est bien parce que ce qui est aussi intéressant, c'est la façon dont les acteurs sociaux expérimentent, vivent les phénomènes sociaux. On peut même dire qu'on en a trois d'une certaine façon. Parce qu'on a le premier qui est la rumeur que Massimo décide de lancer. Et ce conciliabule qui se réunit. Donc, Massimo est invité dans un village du Pays Basque. Il y a quelques années, pour une résidence, il se demande ce qu'il peut faire dans ce village. Il interroge autour de lui, leur demande un peu aux habitants qu'il rencontre qu'est-ce qui se passe dans le village, quelle est un peu son actualité. Il découvre que la question principale qui revient, c'est la question du prix des loyers, parce que les loyers sont particulièrement élevés dans le village, parce que le village fait partie est labellisé plus beau village de France, l'un des plus beaux villages de France, et donc il y a beaucoup de touristes, notamment de touristes étrangers, qui achètent des demeures dans ce village médiéval. Donc l'immobilier monte, donc les habitants sont inquiets parce que les jeunes ne peuvent pas s'installer, ne peuvent pas rester au village parce que les prix sont trop élevés. Et donc il va voir le maire de l'époque en lui disant on va jouer une pièce de théâtre à l'échelle du village, on va faire circuler collectivement un canular, une rumeur, disant qu'on va ouvrir un centre de migrants. Et vous allez voir, ça va faire baisser les prix des loyers de l'immobilier parce que les touristes, du coup, ça va les inquiéter. Bon, c'était évidemment une blague. Quelques membres du village
acceptent de jouer leur rôle, mais donc la scène se joue, la scène c'est vraiment le village dans l'ensemble, acceptent de jouer leur propre rôle, où ils se mettent à commenter du jour au lendemain cette ouverture d'un centre de migrants, y compris 2 ou 3 d'entre eux qui sont connus pour avoir des positions plutôt à droite, plutôt conservatrices, qui acceptent de jouer leur rôle de ceux qui ne sont pas d'accord et qui donc manifestent leur désaccord. Et ça devait se terminer par un débat final, une convocation à la mairie où on aurait annoncé que tout ça n'était qu'un canular et qu'il s'agissait de discuter ensemble, du vivre ensemble, de ce qu'on voulait pour ce village, etc. Donc le premier phénomène émergent, ça serait celui-ci, c'est cette rumeur que crée Massimo. Mais en fait, il y en a un deuxième, puisque le maire en question, qui est devenu l'ancien maire, entre-temps, c'est l'ancien maire, s'approprie la rumeur en décidant de transformer la fiction en réalité et en disant mais non, en fait c'est une excellente idée. Effectivement, il faut le faire. Et il relance, il recompose, il rejoue les cartes en fait. Il rebat les cartes, c'est vraiment un phénomène de recomposition en organisant une association qui va faire en sorte que le village accueille en effet une famille de migrants. Donc on en a un deuxième. Et on en a un troisième. C'est Massimo qui revient en disant eh bien de tout cela nous allons faire un spectacle que nous allons présenter, que nous allons créer dans un théâtre en Suisse. Donc on a 3 et le processus est en cours, puisque imaginons que le spectacle n'ait aucun succès, etc. Ça serait une boucle de rétroaction négative, hein, c'est-à-dire qui convaincrait les acteurs d'arrêter, on arrête là, hein. Voilà. Si le spectacle a un succès, c'est des boucles de rétroaction positives qui s'ajoutent, c'est-à-dire qui amplifient des articles de presse, etc., etc. Et donc les acteurs vont un peu plus loin encore que ce qu'ils avaient imaginé une première fois, hein. Donc c'est ces révisions continues, hein, des perspectives qui est enclenchée. Alors, et en même temps, c'est à la fois une démarche artistique, c'est-à-dire qu'au départ, il y a quand même l'idée le fait que ça lui échappe fait partie du projet en quelque sorte, hein. Mais en même temps, il sait très bien qu'après, si ça prend, il n'a aucune prise là-dessus, ou très peu. Là, il a encore de la prise parce qu'il est metteur en scène, etc. Mais ça pourrait prendre des proportions qui lui échapperaient totalement. Et c'est peut-être c'est d'autant plus intéressant si on fait résonner la démarche de Massimo avec ton travail, parce que ce qui est intéressant, il me semble, dans la proposition de Massimo, c'est justement qu'il décide de mettre en scène non pas la structure de l'événement, le récit, l'histoire, ce qu'on vient là rapidement de raconter, mais plutôt comment est-ce que ce qu'il s'est passé a interrogé chacun à l'endroit où il était. C'est-à-dire que finalement, sur la scène, c'est comment est-ce que c'est pas tant l'événement qui est raconté que comment cet événement a renvoyé chacun à lui-même et a interrogé chaque acteur à son propre endroit. C'est-à-dire qui je suis, d'où je viens, pourquoi est-ce que je m'engage, pourquoi est-ce que je m'engage pas dans la vie politique ou dans une action sociale, etc. Et finalement, c'est ce qu'il met en scène. Donc, il met en scène ce jeu de miroir, justement. Et comment ça, chacun est interrogé par ce qui se passe. Oui. Il y a une très belle lumière. Il y a une très belle lumière et ça sera notre lumière de fin pour vous laisser quand même à tous le temps de souffler un petit peu avant de rentrer dans le spectacle. Merci beaucoup Hervé Reiner pour cette heure et demie ensemble. Merci à tous pour votre participation et très bon spectacle, bonne fin de journée et à bientôt au Théâtre de Vidi. Grazie.